Bonsoir tout le monde, je suis Carole, la fondatrice de June. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus en ce moment. Alors avant toute chose, je sais que parmi tous les gens ici, il y a des gens qui n'oseront pas poser des questions. Pour ces gens-là, il y a un stock de cartes de visite avec mon mail. Essayez de ne pas m'appeler parce que je décroche pas de toute façon le numéro que je connais pas. Mais donc voilà, n'hésitez pas à prendre une carte et si vous voulez m'envoyer des mails, si vous n'osez pas poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi m'envoyer un tweet, un Instagram, un Snap, ce que vous voulez. Voilà, donc je suis là aujourd'hui parce que j'ai eu le grand privilège de planter ma première boîte. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a quand même des trucs intéressants à savoir. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai un PhD en littérature américaine, donc en gros rien à voir du tout, mais du tout. Et c'est, je crois, une des premières choses intéressantes que j'ai apprises en plantant ma boîte, c'est qu'il n'y a aucune école au monde qui vous prépare à monter une boîte, encore moins à la plier, malheureusement. Donc si jamais vous ne venez pas d'une école de commerce ou que vous n'avez pas un background commerce ou quoi que ce soit, c'est pas grave, tout le monde peut monter une boîte, ça c'est déjà le premier message qui est assez important. Alors, je pense pas que c'est à cause de mon background un peu littéraire que j'ai planté ma boîte, hein, clairement. Y a une multitude de facteurs, on va essayer d'y revenir, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des messages assez importants que j'ai envie de faire passer sur finalement pourquoi c'est important de planter et comment ne pas planter finalement et pourquoi si jamais vous plantez, c'est pas grave quand même. La chose la plus importante que j'ai apprise en plantant ma première boîte, donc ça s'appelait Mommyville. C'était un réseau social pour les futurs parents et les jeunes parents. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de parents parmi vous. Moi, je ne suis pas parent moi-même, hein, donc j'ai pas créé une boîte en mode tiens, ça va m'arranger, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir l'utiliser. Je l'ai créé parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin. Moi, j'étais sur Facebook en fait aux États-Unis. Enfin, j'étais aux États-Unis quand Facebook a été lancé. Donc, je suis sur Facebook depuis 2004. Et à l'époque, on avait à l'intérieur de Facebook, ouais, je sais, c'est toujours très impressionnant quand je dis ça. Une fois, il y a une fille qui a pris un selfie avec moi parce que je suis la personne la plus ancienne sur Facebook qu'elle connaissait. C'est vous dire l'étendue du truc. Non, en fait, à l'époque, sur Facebook, on avait un moteur de recherche interne à la base de données de Facebook, puisque à l'époque, c'était un espèce d'intranet géant pour les étudiants de certaines universités. Et on pouvait trouver, en fait, dans d'autres facs, des gens qui nous correspondaient et des gens qui, par exemple, étudiaient le même cours que nous, mais à Harvard, faisaient le même sport, etc. Et donc, ça, c'était un outil, un moteur de recherche interne à Facebook qui était vraiment top. Évidemment, qui a disparu très, très vite quand ils ont commencé à ouvrir le réseau au dehors des universités. Je tiens à dire que je fais partie des gens qui ont signé des pétitions à l'époque pour que Facebook ne devienne jamais quelque chose pour autre chose que des étudiants et des lycéens. Voilà, on en est bien loin aujourd'hui. Et fort de cette expérience, quand je suis rentrée en France, quand ma sœur qui était en France est tombée enceinte, galérait, elle a déménagé en Bretagne, à Rennes, elle a une grossesse difficile, elle galérait, normal, elle galérait à rencontrer des gens avec qui elle pouvait avoir une affinité, elle n'avait pas eu le temps encore d'avoir des copines. Je me suis dit, mais ce qu'il faudrait, c'est un Facebook que pour les parents, pour que tu puisses justement avoir un moteur de recherche comme on avait sur Facebook à l'époque, pour se trouver entre parents. Je reste persuadée aujourd'hui, alors que j'ai liquidé cette boîte, que c'était une bonne idée. D'accord ? Je n'en demanderai pas. Le vrai problème de cette idée, c'est qu'elle n'avait pas de business model. Et ça, j'en demanderai pas non plus. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de business model et c'est pour ça qu'on l'a liquidée. Alors, un business model, c'est quoi ? Bon, peut-être que certains vont me dire pour qui elle se prend, c'est ce que c'est qu'un business model. C'est pas grave. Moi, j'adore poser des questions évidentes et quand j'ai pas la réponse à la question, j'adore poser les questions. Donc, quoi qu'il arrive, un bon business model, c'est quelque chose qui vous permet de sécuriser de manière assez pérenne de l'argent pour pouvoir assumer l'existence de votre société. Le meilleur moyen de tester un business model, et j'ai refusé d'entendre ça pendant des mois, alors que je disais non, mais mon business model, il est bien. Je précise, c'était de la pub. Voilà, donc business model pub. Évidemment, c'était bien. Typiquement, le meilleur moyen de benchmarker un bon business model, c'est vous vous mettez dans la rue, vous posez la question à 50 personnes. Tiens, je veux monter ça comme boîte, qu'est-ce que t'en penses ? Faut pas demander à vos familles, hein. Vos familles, vos amis, ils marcheraient à travers le feu pour vous, donc ils comptent pas. Leur avis est complètement consultatif. Vous vous mettez dans la rue, vous posez la question à 50 personnes qui passent. Si les gens disent autre chose que waouh, c'est trop bien, mais bien sûr, je veux ce service tout de suite et je suis prêt à te donner de l'argent tout de suite pour avoir ce service, c'est que vous n'avez pas de business model. Je suis désolée d'être hyper radicale, mais vraiment, si c'est juste des gens qui disent « Ah ouais, c'est pas mal », non, « Ah ouais, c'est pas mal », c'est ce qu'on dit, c'est la manière polie de dire « Ouais, on s'en fout, quoi ».
Et la vraie difficulté, je pense, en tout cas de la boîte que j'ai montée et donc de mon échec, c'est que j'ai refusé d'entendre tous les gens qui me disaient que je n'avais pas de business model. J'ai refusé évidemment de faire ça parce que je me dis mais non, mais je vais pas aller poser des questions aux parents en mode est-ce que vous êtes prêts à payer pour le service, parce que tous les parents auraient répondu non. Donc je sais très bien pourquoi est-ce que je suis pas allée leur poser la question. Ils allaient dire non. Donc j'avais pas envie qu'on me réponde non. Donc j'ai dit je vais continuer dans mon petit truc. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait quand on a monté notre deuxième boîte, puisque finalement avant même de penser à quoi que ce soit, on s'est posé avec des parents, on a dit ok, qu'est-ce qui vous manque là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle? Et plutôt que de partir de l'idée que j'avais dans ma tête et de me dire ok, donc je vais monter une boîte autour de mon idée et je vais trouver des trucs quelque part qui abondent dans mon sens, je me suis dit ok, qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce que parmi tout ce que veulent les gens, il y a quelque chose que je peux faire? Et c'est un truc qui est assez fondamental dans le changement, on va dire, par rapport à la relation à l'échec. Justement parce que, au final, une idée, c'est bien, mais l'idée ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est la mise en application de cette idée. Sauf que si au départ, vous avez une idée qui est pourrie, vous pouvez faire une mise en application qui est géniale, vous avez quand même au départ une idée qui est pourrie. Et la même chose fonctionne avec un produit. Si vous pouvez avoir la meilleure application du monde, si vous avez un produit nul qui ne sert à rien, personne ne va vouloir l'acheter. Donc voilà, donc pour revenir sur l'histoire de la liquidation de ma première boîte, comme j'avais pas de business model, c'était un petit peu la course à l'argent. Je me suis tapé absolument tous les concours, les trucs BPI. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas la plus grande fan de la BPI déjà. J'ai fait un talk au salon des entrepreneurs. Il y avait un mec de la BPI. On est restés potes, mais il y a quand même eu des moments un peu durs pour lui. Pour moi, avec la perspective et même aujourd'hui, c'est des financements que je sollicite pas parce que c'est une perte de temps et d'énergie qui est énorme. Et tout le temps qu'on passe à aller chercher des financements pour amorcer la croissance, c'est très sincèrement, de vous à moi, on le sait tous, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez un service, si les gens sont prêts à payer pour, ils payent pour. S'ils sont pas prêts à payer pour, ils payeront jamais pour. Et vous pouvez aller chercher tous les financements de la BPI, les financements de la région, les financements de mécénat, le réseau entreprendre, tout ce que vous voulez. Si à la base, il n'y a pas des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour votre produit ou votre service, ça marchera jamais. Enfin, ça marchera jamais. C'est très, 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 très peu probable que ça marche. Et donc, tout le temps, l'énergie émotionnelle, parce que c'est pareil, on va parler de l'échec, on va parler du fait de liquider une boîte, mais il y a aussi quelque chose de très dur dans le rejet systématique. Réseau entreprendre, BPI, on passe des heures, et c'est vraiment des heures, à monter des dossiers. C'est toujours des dossiers différents. Pareil pour les concours de pitch. Vous allez pitcher 1 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose qui mentalement finit par vous atteindre un petit peu. Alors, pas dans le bon sens, parce que finalement, moins ça marche, plus vous vous dites « Non, mais mon projet est bon », donc plus vous continuez. Et parce que c'est aussi difficile en 3 minutes ou en un dossier BPI, de se dire les gens en face connaissent moins bien mon business que moi, donc forcément ils disent non, mais ça n'est pas représentatif du truc. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile, je pense, à entendre quand on est entrepreneur. Par rapport à cette histoire de BPI et de financement, c'est une erreur qu'on a faite, c'est une erreur qu'on n'a pas reproduite, de passer trop de temps à chercher de l'argent ailleurs que là où est l'argent. Et ce que j'ai dit au salon des entrepreneurs, et je pense que c'est une citation que je réutiliserai, l'argent d'un investisseur ou l'argent de BPI & Co, et pour une boîte, c'est pas comme le chèque que vous avez de votre grand-mère à Noël. D'accord ? L'argent doit systématiquement venir du service ou du produit, même si c'est un petit peu d'argent. Si c'est un petit peu d'argent et que ça vous suffit pas à vivre, dans ce cas-là, il faut dire ok, je dois scaler pour faire x100 de cet argent parce que cet argent me permettra à vivre. Et on perd beaucoup trop de temps, à mon avis. Alors vous allez peut-être me dire que vous êtes totalement en désaccord avec moi, mais à mon avis, on perd beaucoup trop de temps à faire des dossiers pour aller récupérer de l'argent extérieur, des prêts d'honneur, etc. Alors que ce temps-là pourrait être mis à très 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 bon escient, à juste focus sur comment je fais de la croissance pour ma boîte. Parce que toutes les heures que j'ai passées à faire des dossiers magnifiques et des decks magnifiques et des pitchs magnifiques pour la BPI ou pour des tas d'organismes divers et variés,
C'est du temps que j'ai pas passé à travailler ma communauté, à travailler mon business model, à voir comment est-ce que je pouvais faire de l'argent autrement qu'en allant chercher de l'argent pour boucher les trous. Typiquement, avec ma nouvelle boîte qui s'appelle June, on fabrique des couches pour bébés faites en France. On a un positionnement qui est très radical. Ça, c'est aussi une des choses qui vient avec le fait de liquider une boîte, c'est qu'on devient assez radical dans son choix. Finalement, on a une tolérance pour le bullshit qui est beaucoup plus légère. Parce que liquider une boîte, c'est quand même un processus assez douloureux. Il faut aller voir le juge, il faut lui expliquer pourquoi on a échoué, etc. Enfin, puis on est en France, c'est pas du tout la culture. Mais ça, pour le coup, tu en parleras mieux que moi. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout la culture de l'échec. Donc vous arrivez en disant « Salut, j'ai planté ma boîte ». Le juge m'a quand même dit « Mais c'est pas grave, ma petite dame, on va vous la liquider, votre société ». Comme si j'étais en mode c'est une nana, elle a liquidé sa boîte, quoi. Faut le recevoir quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien à recevoir. Donc pour June, on a pris le positionnement complètement opposé. On s'est focalisé, on a mis tout l'argent sur le produit, la croissance. Et il n'y a rien qui est parti ailleurs. On n'a pas perdu une seconde à faire des événements, ou faire des trucs un petit peu pour se faire connaître. Mon focus, et on s'est fait engueuler d'ailleurs après coup, mais mon focus numéro 1, c'était les clients, la communauté et les produits. Et le reste n'avait aucune importance. Maintenant, ça fait 1 an, donc maintenant, quand on me demande « Ah, tu veux pas venir faire le Mash-up Nantes, le salon des entrepreneurs ?» Maintenant, je viens, parce que maintenant, ça fait partie de mon job. Mais la première année de la boîte, j'avais aucune bande passante pour autre chose que le produit, la communauté. Alors, en l'occurrence, j'ai un produit, c'est une chose, mais si vous voulez monter une boîte avec un service, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à faire autre chose, c'est du temps qui potentiellement sera perdu. Je vais mettre un petit bémol à ça. Et en même temps, c'est pas vraiment un bémol. Il y a une théorie en start-up qui dit il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Je maintiens ça. Je me suis pris un audit financier un peu chiant. Je me suis un peu fait taper sur les doigts parce que, évidemment, quand on monte une boîte, on a autre chose à faire que de structurer les choses de manière vraiment bien. Tout est légal, mais c'est juste que, parfois, on suit pas forcément à la seconde près, à la minute près, telle chose, tel point, telle dépense, etc. Je reste persuadée que c'est quand même le meilleur moyen de scaler. Vous pouvez pas en même temps monter une boîte en demandant gentiment la permission à tout le monde de faire ce que vous faites. Il faut y aller, il faut foncer. Et à partir du moment où vous aurez atteint un point qui est quand même relativement intéressant, je ne dis pas de faire les choses illégales. Je vous dis juste, pensez à votre croissance, pensez à votre produit, pensez à votre communauté. Et le reste, ça finira par, entre guillemets, se stabiliser et par arriver sur des rails qui sont beaucoup plus souples. Mais c'est beaucoup plus simple de penser produit ou service, communauté, client, plutôt que de vouloir penser tout de suite à monter une boîte, monter la structure, etc. On a monté la société, je crois, début 2017. On a commercialisé 6 mois plus tard. Et on a monté la société parce qu'il fallait qu'on accueille des fonds et qu'on ne pouvait pas la monter si on n'avait pas de fonds. Mais en gros, on a travaillé sur le projet pendant, je sais pas, peut-être plus de 8 mois. Il y avait pas de, on n'avait pas de structure, il y avait rien du tout, et c'était vraiment au dernier moment, quand vraiment on est obligé de recevoir de la thune. Ok, là on monte une société, on monte une structure. Donc voilà. Pour revenir sur cette histoire d'échec, je vais être très franche avec vous. Quand j'ai liquidé ma première boîte, je suis venue à Nantes. Parce qu'en fait, ma meilleure amie habite à Nantes. Et quand je suis sortie du... Ouais, j'ai vu, qu'il me restait 3 minutes. Et quand je suis sortie du TGI à Paris, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon investisseur, qui est un Américain, et qui m'a dit, pas mon fonds qui m'a planté, mais mon business angel américain, et qui m'a dit, Carole, tu sais, c'est pas grave, c'est génial ce que t'as fait, t'as monté un projet, t'as tenu le plus longtemps que tu as pu, c'est formidable, je suis très fière de toi, alors que je venais de lui planter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et à ce moment-là, ma meilleure amie qui habite à Nantes, parce que évidemment, quand on plante une boîte, j'avais passé toute ma thune et au-delà de ma thune, elle m'a payé un billet de train en me disant « Tu viens à Nantes, sors de Paris », et j'ai passé genre 3 mois ici à me ressourcer et à recharger mes batteries loin de Paris. Donc c'est pour ça que j'avais un petit attachement en me disant « Ouais, je vais venir parler de l'échec à Nantes parce que voilà, il y a 2 ans, j'étais ici au bout du roule et jamais j'aurais cru que j'aurais pu remonter une structure
et que ça marche. Parce que ce qui est marrant dans le fait d'échouer, c'est qu'on apprend plein de trucs extrêmement utiles et qui fait que derrière, on fait une boîte qui marche mieux, justement parce qu'on reproduit pas ces échecs. Donc mon but, et notre but peut-être à tous aujourd'hui, c'est d'essayer de vous partager au maximum des conneries qu'on a pu faire pour que vous ne les fassiez pas, ou alors que vous en fassiez que 50%, et ça vous donne une chance de survie un petit peu plus élevée. Voilà. Merci à tous. Juste avant de continuer, n'hésitez pas à poser des questions, donc elles seront diffusées là sur votre gauche du coup. Et puis on va passer la parole à Alban. Bonsoir à tous. Alors moi, à l'inverse de Carole, j'ai fait une école de commerce et j'ai monté aucune boîte. Donc voilà, je pense qu'on est complémentaires ce soir. Je dois être le moins entrepreneur de toute cette salle parce que j'ai toujours été salarié, mais en revanche j'ai mis pas mal d'énergie dans une start-up qui s'est bien plantée, royalement même. Et comme on a mis pas mal d'énergie aussi à expliquer pourquoi elle s'est plantée, ce sera pas mon propos ce soir. C'est-à-dire que tous ceux qui sont intéressés pour avoir les détails, les apprentissages de ce plantage, vous pouvez venir me voir après et je vous donnerai tous les articles, je pourrai vous en reparler. Mais comme, je voulais vous parler d'autre chose ce soir. En substance, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'on peut... c'est qu'on n'a pas trop le droit d'avoir peur quand on est en France avec un diplôme ou quand on est capable de travailler en France et qu'on a de bonnes idées ou qu'on a envie de bosser, et a fortiori si on a un diplôme. Donc je vais plutôt vous parler d'emploi et de comment on peut rebondir quand une boîte plante, plutôt qu'une boîte à outils techniques de comment ne pas planter une boîte ou qu'est-ce qu'on a pu apprendre d'un plantage. Donc voilà, désolé pour ceux qui auraient voulu ça, mais il y a ce qu'il faut, mais pas ce soir. Voilà. Donc pour vous raconter rapidement, moi j'ai commencé chez Danone parce que quand j'ai commencé à bosser, c'était vraiment un peu pour moi c'était le miroir aux alouettes, c'était le grand groupe très attirant. J'ai appris plein de choses là-bas, notamment des techniques de vente, des techniques de management. Maintenant on dénigre un peu les grands groupes, mais il y a quand même pas mal de belles choses à apprendre sur le management, le marketing, les ventes. Et puis en fait au bout d'un moment, après 4 ans, j'ai commencé à sentir que j'étais pas sur les bons rails. Alors souvent j'entends que ceux qui entreprennent ou qui changent de job et qui quittent un boulot corporate pour se lancer en start-up, c'est parce qu'ils veulent être leur propre patron. Moi c'était pas du tout ça. Les bons rails pour moi, c'était en gros, ça se résumait en 3 choses. C'est un apprentissage accéléré, donc apprendre vite et bien, se dire que le monde va vite et donc il faut apprendre vite. Si possible avec un mentor assez inspirant. Et donc moi, mon boss, qui était quelqu'un d'assez brillant, a été muté, donc j'avais plus de mentor. La deuxième chose que je trouve super importante et qui me manquait là-bas, c'était d'apprendre à passer de 0 à 1. Apprendre à créer à partir de rien. Voilà, il y a quand même toute une structure autour, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas ce que tu as vécu, ce que vous avez tous vécu, ce que j'ai vécu après, de vraiment créer de la valeur à partir d'une page blanche. Et créer de la valeur, j'entends par là de l'argent. Il faut parler concrètement. C'est vraiment créer du chiffre d'affaires et même plus que ça de la rentabilité tout en bas. Et enfin la troisième chose qui me manquait, et c'est la plus importante pour moi, c'est qu'à l'époque j'étais assez intéressé par Robert Kiyosaki. Alors je sais pas si ça vous parle ou pas, voilà, qui a beaucoup écrit Adrien, je vois que tu hoches la tête, qui a beaucoup écrit sur la notion d'indépendance financière. Donc Kiyosaki, c'est un gars aux États-Unis qui s'est rendu compte que le monde avait changé et que grosso modo aujourd'hui, le travail et l'argent sont 2 choses qui sont un peu décorrélées. On peut bosser toute sa vie comme un malade et trimer pour rien gagner, et d'autres personnes peuvent bosser très peu et faire des millions. Et donc il a écrit des bouquins là-dessus. Et pour moi, c'était hyper important de commencer à cultiver cette indépendance financière en regardant la génération des parents qui ont la cinquantaine et qui ont pu perdre un boulot sans rebondir forcément super bien, parce qu'ils n'étaient pas affûtés pour le monde d'aujourd'hui, ils n'étaient pas prêts à créer des boîtes. C'était important aussi pour moi-même. Je m'étais dit, si je reste sur ces rails de Danone, je vais apprendre plein de choses, mais à 40 ans, je serai senior, parce que je pense que tout va en s'accélérant. Puis au bout d'un moment, je saurais rien faire d'autre que ce job-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quitté cette belle entreprise. Et que je suis rentré dans un programme qui s'appelle Ignition Programme, qui peut peut-être intéresser des gens ici, qui sert à intégrer des startups post-levée de fonds pour des profils un peu corporate, on va dire. C'est des profils qui ne savent pas chercher en startup, et en parallèle, les startups n'ont pas forcément accès à des profils dans les grosses boîtes. Donc bon, ils font le lien entre les deux. Et donc je suis rentré chez Take It Easy, où mon job, ça a été de monter l'activité à Nantes, et puis après dans la région.
Donc, est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui connaissent Take It Easy, savoir si j'ai besoin d'aller très loin dans la... Ouais, ok. Bon, donc du coup, vous vous faites tous à peu près une idée de ce qu'on faisait. Donc, comme Deliveroo, comme Foodora, comme Uber Eats aujourd'hui, notre métier, c'était en une phrase, c'était juste donc de livrer à vélo entre restos, particuliers, le tout avec une communauté de coursiers. L'expérience que j'ai eue là-bas, donc c'était assez intense, c'était passionnant. On a monté une équipe ici à Nantes. Au bout de 9-10 mois, on avait lancé la ville de Rennes aussi, puisque Nantes était lancée, donc on avait pu lancer une deuxième ville. Et donc on s'est retrouvé avec 120 restos partenaires sur ces deux villes, une communauté de 250 coursiers qui étaient à fond avec nous, et puis un volume de à peu près 500 commandes par jour. Donc c'est allé super vite, en fait c'était exponentiel cette croissance. Et donc énormément de choses à apprendre là-bas, jusqu'à ce qu'un jour à 22h, mon CEO me passe un coup de fil en disant « Bon, tu réunis toute ton équipe demain à 9h du mat', parce que j'ai un truc pas très fun à vous apprendre, donc réunion demain Europe. » Enfin, Take It Easy, c'était une entreprise belge, donc avec tous les pays concernés. Donc on se pointe à 9h sur Skype, on se branche sur le truc, et là il nous dit « Bon, alors les gars, on a planté la boîte, le fonds d'investissement qui nous suivait ne nous suit plus, on n'a pas réussi à la revendre non plus, donc on est en cessation de paiement depuis hier soir. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un trou dans la caisse, donc on ne peut pas payer les coursiers qui vous faisaient confiance et qui travaillent avec nous sur les 3 dernières semaines. On ne peut pas payer les restos sur lesquels on a encaissé de l'argent en amont et auxquels on reverse une commission depuis les 3 dernières semaines. On ne peut pas payer vos salaires des 2 derniers mois. Et bon bref, et puis on envoie un communiqué de presse dans 1 heure. Donc comme ça au moins après tout le monde sera au courant et puis bah vous gérez quoi. Donc là situation de merde. Le truc pas très drôle, c'était vraiment qu'on a comme toute personne qui bosse dans une startup ou qui crée une startup, mais beaucoup d'énergie dans tout ça et beaucoup d'humains, beaucoup d'affect, et on a vraiment eu l'impression de décevoir pas mal de gens qui nous ont fait vraiment confiance pour une raison qui nous échappait complètement, parce qu'à l'époque pour nous c'était une croissance exponentielle, une rentabilité qu'on voyait à moyen terme, et on n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain le robinet s'est éteint et pourquoi on nous annonce que notre boîte a coulé en fait. Donc voilà, et à ça j'ajouterais aussi le statut hyper précaire de l'auto-entrepreneuriat qui fait que c'est doublement moche de faire ça, dans le sens où à la fois on a des dettes et en plus auprès de personnes qui nous faisaient confiance et qui savent que voilà, ils font une grosse partie du boulot sans avoir une grosse sécurité derrière et tout. Donc c'était vraiment pas drôle. On a géré comme on a pu avec l'équipe à Nantes et pour Rennes aussi. Donc c'était un mois pas hyper drôle, et encore une fois si vous êtes intéressé pour savoir ce qui n'a pas fonctionné, je pourrais vous en dire plus, mais du coup c'était un peu moche de se dire bon voilà, on s'est donné à fond pendant 10 mois, on a fait décoller ce truc là dans notre région, et là tout s'arrête. Et donc les 15 jours post-annonce ont été assez merdiques, mais pas seulement pour nous, pour vraiment toutes les personnes qui étaient touchées de près ou de loin par cette entreprise. Et au final, 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, j'ai commencé à avoir pas mal à faire des belles découvertes, on va dire. La première, c'était de me rendre compte que dans l'équipe, on était 130 salariés dans la boîte, donc tout le monde avait perdu son job instantanément, et tout le monde était hyper confiant sur la suite. Et c'est quelque chose que je connaissais pas. En fait, cette impression de se dire, bah, c'est pas grave, on va lancer autre chose, il y a des millions de choses à faire, peut-être même qu'on va relancer Take It Easy avec d'autres, enfin, qu'on va relancer une boîte dans la boîte ou autre. Et en gros, il y avait une sorte de confiance absolue dans la vie, de se dire, de toute façon, on va rebondir. Donc ça, c'est la première découverte, de se dire, bah, en fait, c'est génial. Il y a vraiment aujourd'hui, dans l'écosystème, en tout cas tel que je l'ai découvert, l'écosystème startup, il y a une sorte de confiance absolue et qui est assez chouette. La deuxième bonne surprise, c'est que notre CEO a fait quelque chose d'assez bien. Il a pris les profils de tous les salariés, il a créé un Google Form avec le nom, prénom, mail, fonction et profil LinkedIn. Et pendant 1 semaine, ils ont envoyé ça à tous les incubateurs en Europe, tout ce qui gravitait de près ou de loin avec Take It Easy. Et donc en fait, ça fait qu'il y a eu pas mal d'opportunités derrière pour tous ceux qui bossaient dans cette boîte, du stagiaire au CEO, tout le monde a pu rebondir en fait.
Donc voilà, ça c'était assez positif. Et en fait, j'en tire une conclusion, c'est que en France, quand on est, encore une fois, quand on est diplômé, quand on est a fortiori dans cet écosystème-là, on peut foncer, puisque de toute façon on rebondira. C'est plus compliqué pour quelqu'un qui est... Enfin voilà, la vraie injustice, elle est avec Goodyear ou autre entreprise qui ferme et le bassin d'emploi est tout pourri et il n'y a pas de perspective. Mais en vrai, au final, on risque rien. Au pire, si on foire tout, absolument tout, mais jusqu'au bout du bout, on aura toujours un peu plus qu'un SMIC quand on a un diplôme pour vivre. Et ça suffit largement en fait. Donc au final, on peut attaquer le truc avec confiance. Et du coup, là, pour moi, l'enseignement de tout ça, c'était de se dire que faut pas forcément, j'entends pas pour les entrepreneurs, mais plus pour les profils salariés comme moi, c'est de se dire qu'au final, faut pas forcément bosser pour gagner de l'argent, parce qu'on n'en gagnera pas beaucoup. Il y a qu'en lançant sa boîte qu'on gagne vraiment des sous. Mais en revanche, bosser pour un mentor, bosser pour apprendre, bosser pour avancer. Et tant qu'on bossera dans un projet pour un boss ou pour une boîte qui a une certaine aura, que ça marche ou que ça marche pas, au final, on va toujours bénéficier de ça. On sera aspiré en fait dans le truc. Donc choisissez bien. Enfin là, je m'adresse plutôt aux étudiants. J'ai envie de dire, choisissez bien les entreprises où vous allez bosser, sauf si vous créez la vôtre. Mais si c'est pas le cas, ça a de l'importance la boîte que vous choisissez ou même le boss que vous choisissez, parce que c'est eux qui vont vous emmener dans leur sillage. Et il y a vraiment des entreprises diverses et variées qui sont plus ou moins aptes à vous propulser. Et des managers plus ou moins aptes à vous propulser aussi. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, je pense qu'on peut avoir vraiment confiance. Et du coup, après tout ça, ce qui s'est passé pour moi, c'est la rencontre avec donc une personne qui s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, mais je suis pas sûr que ça vous parle beaucoup ce soir, qui est un entrepreneur français qui a créé The Phone House, puis il a vendu, il a créé Virgin Mobile. Il a ensuite vendu Virgin, et maintenant, avec son patrimoine, il investit dans des boîtes dans lesquelles il croit à fond, des pépites qui lui semblent avoir du sens. Et à côté de ça, il est vice-président du MEDEF, et donc il occupe son temps entre ces deux choses-là. Et il a racheté avec son épouse une entreprise à la Baule, qui s'appelle le Fondant Baulois, qui est une petite pépite agroalimentaire, donc c'est ce que vous voyez là. J'avais prévu que la slide dure pendant toute la presse pour faire ma pub, mais du coup, je vais traîner un peu alors. Et donc ce que vous voyez là, c'est un gâteau au chocolat artisanal. Donc c'est l'inverse d'une start-up, cette entreprise. C'est une boîte, on est 15 salariés. Je pense que dans 3 ans, on est 16. Dans 4 ans, on est 17. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est rentable en fait. Donc c'est tout. Ça se développe, ce sont de très beaux produits. Il y a un savoir-faire artisanal. Faire un gâteau comme ça, c'est un enfer. Ça prend un temps fou. Ce sont des cuissons, tout est assez compliqué, et c'est une entreprise qui ne peut pas scaler. En fait, c'est l'anti-startup, puisque de toute façon, le procédé de fabrication d'un gâteau comme le fondant baulois, il est forcément artisanal, il prend forcément du temps. Donc ça va être assez dur de changer d'échelle de manière, comme dans des entreprises comme Take It Easy l'ont fait. Et en fait, moi j'ai repris la direction de cette société du coup depuis 1 an et demi, et c'est pas du tout mon objectif en fait de changer d'échelle de manière hyper rapide. J'ai découvert ce que c'était aussi qu'une entreprise rentable qui du coup génère des fonds, qui du coup permettent d'investir, d'acheter des fours. Bon, dans notre cas, c'est des trucs hyper basiques, hein, mais d'acheter des fours, de recruter une personne et autre. Et c'est très différent de ce qu'on peut vivre en start-up. C'est très intéressant aussi. Et donc voilà, c'était en gros. Je finirai juste en vous parlant de Madi. Je crois que vous êtes partenaire de Madines. Il y avait un article hier. En fait, je crois que l'article il porte le nom du mashup de ce soir. Je crois que c'est comment j'ai planté ma boîte ou un truc du genre. Et en fait, dans cet article, on voit que des entrepreneurs se sont plantés et certains d'entre eux sont partis reprendre un peu confiance en eux, refaire un peu de sous, apprendre des choses en tant que salariés. Puis souvent, en général, je pense que, en tout cas dans cet article, souvent ils ont remonté un truc après. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop manichéen. Que dans les parcours pro, il y a un petit peu, il y a de belles choses à faire. On risque rien. Ça, c'est ce que je veux vraiment vous dire ce soir. Mais qu'au final, c'est assez. Il y a une certaine porosité entre l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat, le salariat. Et il y a plein de beaux projets. Donc voilà. En gros, je sais pas si c'était très clair, mais mon message, c'est que même quand on foire tout comme on l'a fait, tout le monde rebondit bien, tout le monde jusqu'au dernier stade des stagiaires, quoi. Et les injustices sont plutôt du côté des personnes qui sont pas du tout diplômées ou qui auront du mal à retrouver un emploi derrière, ou du statut qui mérite vraiment réflexion en France, toute cette question autour du travail en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Tout ça, ça mérite vraiment d'être structuré, mais qu'au final, on peut avoir confiance, quoi. Et
Moi, quand on a appris qu'on avait coulé, ma femme venait reprendre 5 ans d'études, donc non payé. Je venais d'avoir un bébé 2 mois avant, et on a appris qu'on avait coulé. Puis en fait, non, on risque rien. On risque rien du tout. Voilà. Merci. Pas besoin du tout. C'est bon. Normalement, on doit m'entendre. Cool. En face de moi. Salut à tous. Moi, je vais me mettre debout parce que j'ai besoin de bouger les mains. Je suis un peu bizarre. Enchanté, je m'appelle Sylvain. Et du coup, vous me voyez à l'écran. Moi, je me vois peu. Enfin, je me vois là-bas. J'étais ce petit jeune homme il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, il y a un petit moment quand même maintenant. Et jusque-là, j'avais pas encore raté grand-chose dans ma vie. Si, le permis moto une fois, parce que sur le plateau, j'ai pas su faire ce qu'il fallait. Permis voiture aussi, je me suis pas arrêté à un stop. Mais à part ça, j'avais fait un parcours scolaire plutôt cool, prépa, et rentré à l'EM Lyon. Ce qui, en plus du mauvais de Marseille, fait quand même 2 points négatifs, je me doute bien face à vous. Mais j'étais très content, je suis banlieusard parisien là-bas, je déteste Paris, j'adore Lyon depuis que j'y suis. Et donc j'arrive dans cette ville pour l'école. J'ai fait pas mal de petits boulots étudiants jusque-là, pas mal appris, je bossais beaucoup dans la cuisine, j'adore faire à manger, donc je fais absolument goûter tes fondants. Et en première année d'école de commerce, on doit... Parce que j'ai aussi fait une école de commerce, putain, ça fait 3 faiblesses dans le discours, mais c'est le début, après ça va aller mieux. On doit tous faire un projet virtuel de création d'entreprise. Et comme je vous ai dit, je faisais de la moto, je me suis dit, on va faire des bijoux pour cheveux. Il y a un lien, quelque part, lointain, parce qu'en fait, sur les blousons de moto, il y a du scratch, du velcro, et je me suis rendu compte que le velcro tenait vachement bien dans mes cheveux un peu crépus. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des bijoux sur le scratch et mettre les bijoux dans les cheveux avec le scratch? Ouais. Et j'ai quand même fini dans les 12 meilleurs projets de l'école. En plus, comme j'avais 20 ans, j'étais super créatif, le nom de ma boîte c'était Lucifer. Et donc je faisais des bijoux pour cheveux. On était un groupe de 5, 3 filles, 2 garçons, les 3 filles n'ont pas voulu suivre, bizarrement. Et c'est les 2 mecs qui ont démarré, dont moi. Mais en fait, il y a aussi une autre raison pour laquelle je me suis lancé là-dessus. Ça a quand même duré 6 ans, donc je vais vous raconter le parcours. C'est grâce à Valérie, en fait, qui en vrai ressemble pas à ça. C'est plutôt à l'époque, c'est une sosie de Katsumi, métisse asiate. Elle devait avoir 28 ans. Moi, j'en avais 20, c'était le fantasme de ma vie. Je me suis dit... Et elle vient me voir à la fin de ma presse, elle vient me dire, Sylvain, tes bijoux, ils sont pas beaux. Ton équipe, elle tient pas la route, mais j'adore ce concept de boucle d'oreille de cheveux, de truc qui sert à rien, mais qui est juste joli. Donc si tu trouves autre chose et que tu restes dans cet univers, voilà ma carte. Et je t'invite à dîner à Paris. Moi j'ai entendu autre chose que dîner, mais en fait elle m'a dit dîner. Au final c'est mon associé qui l'a chopé, mais ça c'est pour... Mais c'est pas grave. Et grâce à Stéphane, parce que du coup je me suis lancé pour de vrai, j'ai vu ma maman me recoudre un pantalon et utiliser un fil-aiguille ou un passe-fil, un petit truc pour les femmes qui sont bigleuses, comme ma mère. Et pour éviter de mouiller le bout du truc et pousser dans le chat de l'aiguille, ça permet de mettre très simplement le fil dans le chat de l'aiguille. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas enfiler des petits bijoux dans les cheveux qui tiennent tout seuls? Je fais un proto, c'est joli, c'est mieux que les velcro, c'est plus petit, c'est plus fin. Et je vais à la rencontre des fabricants à Oyonnax, c'est entre Lyon et Genève, c'est la Plastic Valley, où ils font tous les accessoires de lunettes et tous les accessoires de cheveux. Je vais voir 400 fabricants, ils me répondent, t'es mignon, mais on fait ça en quelle matière? Je sais pas, on fait un truc qui fait ça. Non, mais tu nous donnes un cahier des charges concret et précis, on en discute. Donc heureusement que Stéphane de la Chambre de commerce à Lyon m'a beaucoup aidé. Il m'a refait faire des cours de physique, parce que du coup, moi, j'ai fait bac éco, donc la physique, j'avais arrêté en 3e. À l'époque, ça se faisait même plus en seconde. Et donc, l'enfer. Le rendez-vous avec Gérard, qui tenait un cabinet d'études en plasturgie, qui avait une 60aine d'années, a été assez mythique, ça a duré 2 heures. Moi, je lui parlais de Laurie, Priscilla et Tam Clairs. Lui me répondait dureté short, coefficient d'allongement, néoprène ou SEBS. Autant vous dire qu'on ne s'est pas compris. Mais comme il était sympa, il m'a dit, Sylvain, t'as pas l'air complètement con. J'ai vu que t'avais rien compris, mais t'as pas l'air complètement demeuré. Donc petite question pour finir l'entretien, d'après toi, ton bijou, et c'est simple, hein. Te mets pas la pression, la question est facile. Ton bijou, on l'injecte ou on l'extrude? Ah, comme le deuxième mot était vachement marrant, je lui dis, bah, on l'extrude. Il fait, ben non, on l'injecte. Ah. Visitez une boîte de plasturgie, vous comprendrez vite, c'était évident qu'il fallait l'injecter et pas l'extruder. Mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. Et c'est peut-être là que ma première erreur a démarré, c'est que tous les Français ont toujours dit non. J'ai fait un joli cahier des charges de 6 pages. Et les seuls qui ont dit oui, mais de toute façon ils disent toujours oui, enfin ils disent oui, oui, c'est les Chinois. Et donc je suis allé fabriquer en Chine. Putain. Et ils m'ont fait toutes les conneries du monde. Exemple bête, là ça a commencé à marcher, là, septembre 2007. Août 2007, je vais vérifier la prod, parce que le cahier des charges, là, ça fait 3 ans qu'on a démarré, 4 ans.
Il faisait 6 pages au début, il en fait 14, parce que chaque nouvelle livraison, on a une nouvelle connerie, donc on rajoute des tests à faire. Sachant qu'ils n'avaient pas copié exactement les dessins techniques qu'on leur avait envoyés, ils avaient copié le prototype, avec les défauts de symétrie qu'il y avait sur le prototype, évidemment. Parce que j'avais fait ça au carton, le prototype. Et j'arrive là-bas, on a 100 000 bijoux, avec 5 cristaux Swarovski qui sont empaquetés, prêts à être livrés en France, et tous les cristaux sont ternes et sales. Tout simplement parce que sur la table sur laquelle ils collaient les bijoux sur la tâche, il y avait de la poussière et de la colle. Donc tous les bijoux étaient dégueulasses. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Mais coup de chiffon, coup de chiffon. Je dis, non, je ne vais pas demander à mes clientes qui vont acheter mes bijoux 15 balles de mettre un coup de chiffon pour que ce soit propre. Soit c'est propre, soit je ne prends pas. Et là, on met un coup de chiffon, ça ne part pas, parce qu'il y a quand même de la colle. Et je les ai déjà vus faire, donc coton de tige, dissolvant, un aller-retour sur les bijoux, un coup de chiffon, et là ça part. On en fait une dizaine ensemble, je dis, bon, bah, il reste 100 000, démerdez-vous. Là, ils ont une capacité incroyable à appeler les tontons, le voisin, le chien du voisin aussi, et les enfants. Enfin, non, il ne faut pas le dire. Et ils étaient 30 dans l'usine le lendemain pour traiter les 100 000 bijoux. Donc moi, je vais me balader 2 jours, voir d'autres choses. Expérience aussi terrible, c'est de manger des fruits de mer avec des Asiatiques. En Chine, ils mangent pas au restaurant dans une salle avec tout le monde, ils ont des petits box. Et le crabe, ça c'est un truc qui me reste en tête, ça se mange pas avec des couteaux, fourchettes, ustensiles comme nous, ça se mange avec des baguettes, hein, comme en Chine. Donc vous mettez la pince dans la bouche, vous mastiquez et vous crachez les morceaux de pince par terre. C'était l'enfer. Enfin, c'était pas le sujet. Je reviens 2 jours après, j'avais mangé plein de fruits de mer, c'était trop bon, j'étais pas malade en plus, que c'était vraiment trop bon. Et ils ont fait 100 000 bijoux. Je teste un bijou, tout va bien. Je rentre en France, je dis à mes collègues, vous allez voir, on va cartonner au prochain mondial de la coiffure de la beauté, qui est dans 15 jours. On a des bijoux incroyables, la collection est top. Ça y est, ça décolle. On reçoit les bijoux une semaine après. Moi, j'étais sur la route pour aller à Bourgoin, pour aller voir un client. Mon commercial Christophe, qui était un peu stressé, parce qu'on avait déjà eu pas mal de soucis de prod, les reçoit, il me dit, non, je peux tester. Je dis, oh, t'inquiète, j'ai testé 12 fois là-bas, tu peux y aller. Il prend un premier bijou et paf, le cristal pète. Je dis, oh putain. Elle est tombée sur le pourcent de défectueux qu'on peut avoir, prends le deuxième, paf, il pète. Je fais, oh, wow. Fais-moi un petit test, je fais mon rendez-vous, me stresse pas, et à la fin de rendez-vous, on fait un point. Fin de rendez-vous, je le rappelle, il me fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je fais waouh. La mauvaise, c'est quoi? 100% des paquets sont défectueux. Ah, du coup, il y a une bonne quand même. Il fait oui, 25% des strass restent collés. Donc, si on les tire tous un par un, on peut en récupérer quelques-uns et refaire des paquets. Ah. D'après vous, que s'est-il passé? Mettez-vous à la place d'un enfant de 3 ans, d'un Chinois, pardon. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les strass se décollent? Ils ont fait des bassines de dissolvant, exactement. Bravo pour ton imagination bien enfantine, puisque c'est exactement ça. Ils ont fait des bassines de dissolvant, ils ont mis les bijoux dedans, ils les ont ressortis, ils ont mis un coup de chiffon, donc il n'y avait plus de colle ni en dessus ni en dessous. Donc ça ne collait plus. Mais c'est qu'une erreur parmi plein d'autres. Je me suis aussi méga entouré parce que je manquais de confiance en moi aussi, parce que j'avais ultra peur de la compta, donc j'avais un expert comptable plus une comptable à mi-temps pour gérer 12 factures par mois et un chiffre d'affaires de 200 000 euros. J'étais en train de travailler sur des bijoux pour chiens aussi, et des bijoux parfumés. On pouvait encapsuler du Chanel numéro 5 dans nos bijoux, alors que nos bijoux du moment ne marchaient pas encore. Ouais, plein. Et l'international, si, j'ai été reçu par Claire's à Chicago, parce que leur centre, le siège social est à Chicago, donc moi c'était le rêve de ma vie de rentrer chez Claire's, qui est quand même une grande chaîne d'accessoires de coiffure, d'accessoires tout court. Et j'ai passé beaucoup de temps aux US pour faire ça, sauf qu'en France ça marchait pas encore, qu'aux US on n'a pas signé Claire's, parce que Claire's nous demandait x7 de marge. Donc pour un bijou qui se vendait à l'époque 10 euros, il fallait que je leur vende moins d'1,50 €. Moi les matières premières me coûtaient 2 €. C'était compliqué. J'ai vendu quand même à d'autres Américains, sauf que pendant ce temps-là, je vendais pas en France, qu'aux États-Unis, je faisais pas le suivi market. Enfin, des conneries, j'en ai fait 100, ou plus, beaucoup plus même. Et tout ça, au bout de 6 ans, ça mène à ça, mes plus grands potes. Donc lui d'abord, le juge. Alors, on est penauds hein, quand on arrive face au juge, j'avais 6 salariés. On avait prévu le truc, hein, on a anticipé, on a payé jusqu'au dernier jour les salaires, on a même prévenu les fournisseurs, on a fait proprement le truc. Sauf que j'arrive face au juge, on rentre dans une salle, je vous recommande de rentrer au tribunal de commerce, c'est souvent ouvert une demi-journée au public. Et à Lyon, c'est fait de telle sorte que la salle est dans le noir, il n'y a que le juge qui est sous la lumière et sous un plafond assez élevé, et que vous rentrez dedans, ça pue un peu le moisi, vous vous sentez déjà coupable, vous n'avez encore rien fait, vous venez juste en tant que visiteur, mais en fait, vous vous dites, ils vont m'emmener en tôle, quoi. Donc là, vous arrivez face au juge, il ouvre votre dossier,
Franchement, j'ai eu l'impression que ça pourrait être 30 secondes. Les gens m'ont dit autour de 2 minutes. Il regarde, il fait être rapide, il fait Monsieur Tillon, je vois pas trop de solution. Je hausse les épaules. Il prend son marteau, il tape, il fait c'est fini, vous ne touchez plus à rien, vous ne répondez plus au téléphone, vous touchez plus au compte bancaire, vous n'entrez plus dans les bureaux. C'est fini. Et ça a pris 30 secondes. Je vais nommer un liquidateur, un commissaire-priseur. Ils vont récupérer les dettes de la boîte, récupérer les créances de la boîte, estimer vos actifs et liquider. Ils vont prendre contact avec vous prochainement. Merci monsieur, au revoir. Et là, une rencontre magnifique avec mon ami le liquidateur, que je ne nommerai pas évidemment Maître Balzac à Lyon, qui me reçoit avec mes 6 cartons de compta, parce que la boîte avait 6 ans, on faisait quand même 500 000 euros de chiffre d'affaires, on avait été rentable en 2008, mais en 2009, on s'écroule. Et qui me dit, Monsieur Tillon, vous avez créé une nouvelle boîte, si je vous pose une question, je veux une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer. Donc déjà à l'époque, moi j'étais coté 0,40, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire aucun prêt bancaire, aucun rien du tout. Heureusement que j'avais ouvert un autre compte avant de liquider, parce que sinon je ne pouvais même plus créer de boîte via la banque. En plus de ça, il me dit, je vais t'interdire de travailler, si tu ne me réponds pas à la question dans les 24 heures. Plutôt sympa comme approche. Mais le pire, je crois que c'est lui, c'est le commissaire-priseur, j'ai plus son nom, c'est dommage, qui vient dans les bureaux, qui vient estimer notre actif. Donc on a 6 ans de vie, on a un fonds de commerce qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'avant, on est référencé chez 75% des grossistes en coiffure en France. On a 30 000 euros de stock en prix d'achat, donc en prix de revente, ça vaut entre 60 et 80 000 euros. On a un brevet mondial, ça a aussi été une connerie parce que ça m'a coûté un fric fou, et en plus on s'est fait attaquer par un concurrent qui voulait nous copier, que pendant ce temps-là, il pouvait nous copier parce qu'on n'avait pas encore gagné le procès, donc on l'a gagné au bout, mais ça a duré 3 ans, et ça m'a coûté un fric fou. Donc on a un brevet qui a coûté 80 000 euros, qui est reconnu au niveau mondial et qui a de la valeur, parce qu'on a gagné un procès avec ce brevet-là. On a quoi d'autre ? On a des ordi assez neufs. Bon allez, on va dire que la boîte, elle vaut 200 000 euros, quoi. Vu qu'il n'y a plus de dette, que lui il vend que l'actif, elle vaut 200 000 euros. En étant... D'après vous, il l'estime à combien ? 20 ? Qui dit mieux ? 3 500 euros. Ouais, les boules. 6 ans de votre vie, les boules. En plus de ça, le crédit mutuel, j'avais 2 prêts bancaires où j'étais encore caution perso, donc ne jamais prendre de caution perso quand on crée sa boîte, parce que ça peut être génial, vous êtes sûr que ça va marcher, mais en fait, il y a 9 chances sur 10 que vous plantiez. Donc à la fin, il faudra rembourser les banques en plus, même si vous êtes un SARL ou un SAS. J'ai 2 prêts bancaires où je suis aux cautions à hauteur de 40%, CIC, crédit mutuel. CIC, je les appelle le lendemain de la liquidation, j'ai dit, je vous dois des sous, dites-moi combien, je vous fais le virement, moi je veux passer à autre chose. Super honnête, monsieur Tillon, c'est bien. Crédit mutuel dit non, en fait vous nous devez 100% parce que vous n'avez pas vu toutes les petites lignes, le 3e alinéa, machin, on veut tout. J'ai dit je peux pas, j'ai pas les sous. Derrière ça, moi je vis chez des potes, et moi c'est des potes qui m'ont sauvé aussi, à sortir de la merde. Et 1 an après, je me prends un procès pour délit de fuite devant obligation de caution. En plus du coup, je vais me défendre tout seul parce que j'ai trouvé les avocats très nuls jusque-là. Donc je me prends un 2e procès pour diffamation parce que j'avais osé attaquer l'avocate adverse. Enfin, on en parlera après si vous voulez. Et ma copine qui me largue aussi, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes cool, et peut-être qu'un jour vous serez riche, mais le mec qui reste en pige jusqu'à 10h du mat, qui est paumé dans sa vie, qui sait plus ce qu'il doit faire, et qui a plus d'avenir, il est vachement moins sexy, donc du coup, elle me largue aussi. Donc c'était top, là j'étais bien. J'étais bien. Alors ce qui est plutôt rassurant, et je te rejoins Alban, c'est que je vais chercher du boulot pour me rassurer, et j'en trouve très facilement. Tous les gens qui me reçoivent en entretien me proposent un contrat de travail. Après, j'ai très mal cherché du boulot, parce que ayant fait une école de commerce, on doit travailler dans des boîtes de conseil à Paris et à la Défense, donc c'est l'enfer. Et j'ai pas réussi à signer ces putains de contrats. Du coup, je me suis relancé sur une boîte, parce qu'en fait, ce qui me plaisait, un peu comme toi, c'était d'aller au travail avec le sourire le matin, d'être fier de ce que je fais, et de travailler avec des gens que j'adore. Et de faire mes propres erreurs. J'adore faire des erreurs, en fait. Donc je recrée une boîte beaucoup plus simple, une boîte de conseil en pédagogie qui s'appelle Sido. Je crée une boîte, je fais 2 pages de business plan avec juste je veux me payer 1 500 euros par mois parce que j'ai des dettes et je veux manger à la fin du mois. Et comment je fais pour me payer 1 500 balles par mois avec un petit bureau, un collègue qui se paye pareil et 2-3 charges. Donc il fallait qu'on facture 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà le calcul simple. Et en plus je voulais faire 6% de résultat net pour montrer à ma banquière que je suis capable de gagner de l'argent. Mais en mode agence, donc je suis prof, je fais un cours sur mon échec. Je fais des interventions, j'avais écrit une bande dessinée qui a été distribuée à plus de 500 000 exemplaires à des collégiens en France, en Belgique, en Corse, en Guyane, enfin un peu partout. Donc on fait des trucs un peu cool.
On fait notamment ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos Dessine-moi l'éco, des vidéos avec une main qui dessine et qui explique l'économie, qui sont diffusées tous les 4e jeudis du mois sur lemonde.fr, depuis plus de 5 ans maintenant. Des vidéos qui ont été vues par plus de 50 000 lions de francophones. Cool, et donc maintenant une boîte qui fait 18 personnes, mais qui a fait 2 la première année, 4 la deuxième, 6 la troisième, jusqu'à 18 aujourd'hui au bout de 9 ans. Sauf que le virus m'a encore repris, et que par hasard, il y a un truc qui me rendait dingue dans la relation commerciale, c'est j'ai appris à vendre et j'ai appris à aimer l'argent suite à mon premier échec, parce qu'au début je cherchais pas à en gagner, c'était une connerie. Là j'ai cherché à en gagner, j'avais besoin d'en gagner, j'avais pas le choix. Et donc pour en gagner, il faut trouver des clients, ceux qui payent, ce que tu disais tout à l'heure. Et ceux qui payent, je les cherche, je chope un rendez-vous, c'est assez excitant quand vous arrivez à avoir le rendez-vous, vous l'écoutez pendant 2 heures raconter ses problèmes, ses besoins et sa vie, et vous en détectez un où vous pouvez y répondre. Et vous avez une offre qui peut y répondre bien. Et là, vous concluez votre rendez-vous, vous dites, ça, je peux faire ça, je peux t'aider. Oh, top, c'est génial, j'adore. Ok, plutôt partant dans l'idée, envoie-moi une offre commerciale formelle. Je présente ça à mon associé, à mon collègue, à mon équipe ou à mon acheteur, et on en discute très vite. Et jusque-là, le truc est super cool, sauf qu'au moment où vous envoyez votre offre, vous n'avez plus de nouvelles. Ni oui, ni non, ni merde. Vous avez beau relancer 12 fois, alors j'étais un peu pitbull, parce qu'il fallait que je mange. Mais le mec est toujours en déplacement, réunion, barrage à la secrétaire. C'est plus prioritaire, c'est pas le moment, je travaille avec un concurrent. Enfin, l'enfer. Ne pas avoir de réponse, c'est l'enfer. Et j'ai créé Tilki, qui est le big brother du document. En fait, on met des trackers dans les docs. Donc, quand vous envoyez un CV à quelqu'un, on peut vous dire si l'employeur l'a lu ou pas. Quand vous envoyez une offre commerciale à quelqu'un, on peut vous dire quelle page il a lu et combien de temps. Et est-ce qu'il a commencé par le prix avant de commencer par le reste? Lui, il le sait pas. C'est tout à fait légal. C'est français. On est 28 aujourd'hui. J'ai créé ça il y a 3 ans. On vient de lever 3,5 millions, donc on devrait grandir un peu plus vite. Et c'est cool. Tout ça pour dire que j'ai aussi compilé toutes mes erreurs et d'autres dans ce petit bouquin, parce que ça a été ma thérapie d'en parler et d'assumer le fait que j'en avais fait plein. Parce qu'au final, on apprend vachement plus des erreurs des autres que des succès, parce que le succès, on ne peut pas toujours l'expliquer ou on ne peut pas le reproduire, alors que vous faites les 100 mêmes conneries que moi, je suis sûr que vous vous plantez. Même si vous en faites une des 100, il y a des grandes chances que vous plantiez aussi. Et conclusion, entreprendre, c'est aussi accepter l'échec. Si vous créez votre boîte, vous avez beaucoup plus de chances de vous planter que de réussir. Je vous le souhaite pas, mais vous pourrez rebondir. Bonne soirée. Bonsoir, moi c'est Rodolphe Guilbault, je suis psychologue, donc je suis un peu l'anomalie du plateau, et plus particulièrement psychologue dans le milieu sportif. Donc on va pouvoir faire quelques analogies finalement avec ce milieu-là et le milieu d'entreprise où forcément les gagnants sont toujours valorisés au détriment de ceux qui sont derrière. Comme titre, moi j'aime bien l'idée de penser que l'échec c'est avant tout une expérience et une opportunité de réussite, plutôt que de rester dans cette idée du loser, de celui qui a raté. Et ce qui me rassure, c'est que quand je vois mes 3 camarades de plateau, ils sont toujours vivants, ils m'ont l'air d'avoir un élan de vie assez puissant, et que finalement, je me dis, est-ce que ça n'a pas été une chance pour eux de traverser cette épreuve? Donc, pour petit rappel, on va essayer de se replonger un petit peu dans le contexte de notre société française, je précise. On est plutôt axé sur une approche binaire, hein, c'est-à-dire que on a besoin de se rassurer, donc on range les choses qui sont bonnes et puis il y a les mauvaises choses. On a du mal à être dans la nuance et ça c'est un petit peu, ça peut être dangereux. Ensuite, à travers notre éducation scolaire notamment, on s'aperçoit que l'erreur elle est plutôt sanctionnée, puisque quand on se trompe, on a une mauvaise note. Donc ça peut engendrer des hésitations à essayer à nouveau. Hein. On ne valorise pas l'erreur, alors que initialement, cette erreur, c'est un peu celle-ci qui va nous permettre de passer à une autre étape. On le verra ensuite. La société aujourd'hui de la performance, hein, on est aujourd'hui dans une société où il faut aller plus vite, plus haut, plus loin, et elle nous amène finalement, nous-mêmes dans nos quotidiens respectifs, à ne pas s'arrêter, ne pas réfléchir, toujours foncer pour essayer d'être peut-être reconnu, ou en tout cas on est en quête de quelque chose dans cette action perpétuelle. Donc difficile de contourner
du coup le concept d'échec quand on parle sans cesse de réussite, puisque quand on lit la définition d'échec, on met d'abord, ce qu'on peut lire, c'est un succès. Donc on a la notion de succès qui apparaît indubitablement dans cette définition. Donc petit rappel rapide, le processus d'apprentissage, comment ça se passe? On l'a tous vécu, hein, on a tous à un moment donné essayé d'apprendre quelque chose, donc on fait une expérience, on essaie, on se trompe, on s'adapte, puisqu'on ne veut pas rester dans une espèce d'immobilisme, et puis on évolue, on progresse. Alors il y a un exemple assez concret qui nous est commun à tous, hein. J'imagine qu'ici tout le monde sait faire du vélo. Quand on a commencé, généralement on est tombé, et puis on a essayé, on est remonté sur son vélo, on a réussi à enlever les roulettes, on est parvenu même à lâcher une main à un moment donné, puis les deux mains. Donc comme quoi, à force de détermination, d'envie et peut-être même de plaisir, le plaisir de franchir chacune des étapes, eh bien on parvient finalement à accéder à ce qu'on souhaitait initialement. Et puis quand on essaie de faire du vélo, à part si on a des parents un peu pénibles, personne n'est là pour nous évaluer ou nous pousser à réussir dans un temps déterminé à savoir faire du vélo. Donc finalement, la motivation, elle va venir de nous. Donc l'apprentissage du vivre ne serait-il pas constitué d'une suite d'échecs? Donc c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une comédienne, mannequin et écrivaine canadienne, et j'ai trouvé ça assez juste finalement. C'est que dans nos quotidiens respectifs, eh bien, pas besoin de partir sur des grandes entreprises pour faire l'expérience de l'erreur et d'essayer de faire mieux en fonction de nos attentes, de ce qu'on souhaite faire et de là où on veut aller. On peut aussi, et il est important de le faire, différencier l'échec du sentiment d'échec. Je pense que là-dessus, on est aussi souvent dans la confusion. Est-ce que de réussir l'entreprise que l'on menait, c'est forcément une réussite? Pas nécessairement, parce qu'il y a la manière dont on le fait, qui peut ne pas nous satisfaire pleinement. Donc on peut se dire, oui, c'est vrai que je suis premier sur le marché, mais il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire ou différemment. Donc là-dedans, on peut se dire que l'échec, c'est plus l'effet du résultat, c'est-à-dire je gagne, si je suis premier, je ne suis pas en échec, je suis en réussite. Par contre, le sentiment d'échec, on peut arriver premier à une course, on va prendre de l'athlétisme par exemple, mais si j'ai pas réalisé le temps que j'espérais faire au départ, je peux éprouver un sentiment d'échec. De l'extérieur, tout le monde va se dire, mais il a gagné, il est heureux, c'est bien. Mais finalement, quel était mon objectif personnel? Donc le sentiment d'échec, ça va être plus lié à mes attentes initiales et aux résultats. Et quand il y a une différence entre ces deux éléments, eh bien là, ça peut être difficile à vivre. Donc on peut avoir parfois l'idée idéale que quelqu'un, tout est beau, tout brille, il a une médaille d'or autour du cou, mais finalement, est-ce qu'il est pleinement satisfait? Est-ce qu'il est complètement équilibré? Il parvient à s'épanouir par rapport à ce résultat? Le processus d'apprentissage, qu'est-ce qu'il va amener? La remise en question déjà, puisque dès lors qu'on est à l'arrêt, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment je peux faire pour mieux y arriver? Donc à partir de ce moment-là, tous les fondements de l'estime de soi, ils vont être un peu bousculés. Hein, on va se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Et puis là-dedans, il y aura une double dimension. C'est-à-dire qu'il y aura le regard que je porte sur moi-même et puis également le regard que portent les autres sur moi. Et donc, selon les personnes, eh bien, l'un ou l'autre vont être plus ou moins puissants. Certains vont être plus motivés par l'extérieur, on appelle ça la motivation extrinsèque, et puis d'autres auront plus un moteur incarné, je dirais, un moteur de réussite, et qui viendra vraiment d'eux-mêmes. Donc cette estime de soi, quand elle est mise à mal, en général, on a une confiance qui diminue, et puis c'est pas forcément évident d'enchaîner, d'entreprendre dans la foulée. Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. J'ai trouvé ça très très juste. Parce que
finalement, qu'est-ce qu'on recherche dans notre projet? Est-ce que c'est de nourrir quelque chose d'individuel, de profondément ancré en nous? Encore faut-il l'avoir interrogé. Ou est-ce que c'est finalement d'exister au regard des autres? Et c'est vrai qu'on est dans une société où la visibilité c'est important, preuve en est. Il faut à un moment donné parler de son projet, pouvoir exprimer tout ce qu'on engage dans ce projet. J'ai entendu les notions d'investissement. Et ça, pour qui on le fait finalement? Et ça, c'est une question fondamentale quand on s'engage dans une entreprise, c'est déjà d'interroger d'où vient ce désir d'aller au bout de son projet. Alors, quand on est en échec, il y a plusieurs formes d'expression, et je pense que dans celles qui apparaissent, cela va vous parler. Hein. La tristesse, la frustration, l'injustice, la colère, la honte. Donc là, c'est forcément des émotions, des sentiments désagréables, inconfortables, voire même tabous dans notre société. C'est difficile de parler de sa tristesse, de sa déception, du sentiment de honte. Et pourtant, c'est des indicateurs fondamentaux. C'est-à-dire que dans l'échec, si on s'attarde sur ce que nous fait l'échec, on va pouvoir, derrière cela, en faire quelque chose. Pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte d'avoir raté cette tentative, raté cette expérience? Eh bien, ça va être des choses vraiment intéressantes à interroger. Hein, c'est comme la douleur. Quand on a mal quelque part, ça nous met en alerte et ça vient nous mettre à l'arrêt. L'échec, il nous met ponctuellement à l'arrêt, puisqu'on a peut-être raté quelque chose, mais c'est à un instant T, dans une situation unique. Donc on ne peut pas généraliser l'échec à l'ensemble de notre vie. La solution, s'il y en avait une, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est finalement d'accepter. D'accepter, mais comme on l'a vu dans notre société, l'échec qui est perçu comme quelque chose de très négatif, accepter l'échec, ça veut dire qu'on accepte d'être un loser finalement. Alors, je vous interroge. Est-ce que je suis un loser parce que je me suis trompé dans cette situation à cet instant-là? Eh bien, à partir du moment où on est capable d'accepter ça, on va pouvoir derrière prendre du recul et se dire « je ne suis pas l'échec ». L'échec, c'est l'expérience que je viens de faire. Et ne pas être en fusion avec ce sentiment qu'on a pu percevoir. Et puis pour ça, il faut être bienveillant envers soi. Et ça, c'est pareil, prendre soin de soi dans notre société, être bienveillant avec soi, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Puisque comme je vous le disais, on est dans une course effrénée à quelque chose parfois qu'on ne peut pas nommer. C'est-à-dire qu'on avance, on est toujours sur notre portable, on court après, on ne sait trop quoi. En tout cas, on est dans l'action parce que l'action, elle est valorisée. Quelqu'un qui s'arrête, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un valoriser le fait que vous soyez sur un transat? Si vous êtes dans cette posture-là, c'est que vous êtes en vacances. C'est que vous ne faites rien. Alors que finalement, vous êtes peut-être juste en train de mettre en gestation votre futur projet. Et ça, c'est important dans la prise de recul. Donc après cette prise de recul et cette bienveillance envers soi, cette acceptation de cette situation désagréable, hein, et ça c'est pas le plus facile, eh bien on va pouvoir s'interroger. Parce que là on sera justement suffisamment capable de dissocier qui je suis de ce qui s'est passé. Et on va pouvoir interroger le projet. Est-ce que ce projet faisait sens pour moi? De quoi ai-je vraiment envie? Est-ce qu'il correspondait à mes valeurs? Est-ce que je prenais du plaisir dans ce que je faisais? C'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais qui finalement ne sont pas interrogées de manière si naturelle que ça. Et donc, on peut interroger également les motivations associées. Est-ce que j'avais envie de réussir ça pour prouver quelque chose à quelqu'un de mon entourage? Pour mieux réussir que mon ami qui a entrepris dans le même domaine? Autant de questions qui sont vraiment, vraiment importantes pour pouvoir savoir de quoi on a vraiment envie. Les objectifs fixés, est-ce qu'ils étaient réalistes? On peut aussi se mettre en conduite d'échec, c'est-à-dire que on se fixe des objectifs alors que si on était un peu plus lucide,
on sait pertinemment qu'on ne les atteindrait jamais. Et ça, c'est aussi une manière d'alerter et de se mettre dans une posture qui va peut-être avoir un sens si on vient l'interroger. L'investissement engagé, tout à l'heure j'entendais parler d'argent, Sylvain en a pas mal parlé, et ça va aussi avoir une incidence sur ce qu'on a, sur ce qu'on va récolter derrière. Quand il y a une désillusion et qu'on a investi beaucoup, ben naturellement, on prend un sacré coup sur la tête. Et les difficultés rencontrées, quelles ont-elles été ? J'ai mis impatience, exigence. Finalement, suis-je pas trop exigeant avec moi ? Est-ce que j'ai pas envie d'aller trop vite ? Est-ce que c'est pas ça finalement qui a fait planter l'expérience ? Autant de choses que si on ne les interroge pas, finalement, on est un peu dans la méthodo. C'est qui je suis et comment je peux mettre quelque chose en place à partir de ce que je suis, quelque chose qui me parle, quelque chose d'incarné et quelque chose d'adapté. Tout à l'heure, on entendait aussi Sylvain évoquer l'expérience avec les Chinois, des mésaventures qu'il a pu avoir, notamment sur place, en découvrant leur fonctionnement. Ça permet aussi de nuancer son échec. Cette expérience-là ne tient pas qu'à vous, c'est-à-dire que il y a des défaillances matérielles, il peut y avoir la conjoncture qui n'est pas favorable, au même titre que des phénomènes naturels. Si vous avez un emploi qui est en extérieur, prendre un emploi plus terre à terre que les startups, le viticulteur qui se lance dans son entreprise, il veut cultiver un vin avec toute l'éthique qu'il a, et puis première année, ses vignes prennent la grêle. C'est indépendant de sa volonté, et pourtant il va peut-être planter sur ce coup-là. Donc il va falloir quand même qu'il l'intègre à son analyse de cette expérience. Puis il y a l'adversité, la concurrence. On ne peut pas toujours prévoir de ce que vont faire nos concurrents. Et quand le sentiment d'échec est trop difficile à accueillir, bon, qu'est-ce qui peut se passer ? On va se retrouver dans l'immobilisme. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu te retrouves chez toi, tu as l'impression de savoir rien faire, tu te sens peut-être un peu raté. Alors tu l'exprimerais certainement différemment et mieux que moi, mais finalement, jusqu'où va ce sentiment d'échec et dans le temps, est-ce qu'il va s'inscrire ? Et là, il faut être vraiment vigilant à ça, parce que ça peut éventuellement faire émerger certains comportements tels que la déprime, la dépression, l'isolement social, où on va avoir du mal seul à sortir la tête de l'eau. Et là, on va avoir besoin d'entourage et puis surtout de venir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se joue pour moi dans ce sentiment d'échec. Puisque là, il est tellement puissant qu'il vous met sous l'eau, complètement. Et la question des dépendances, des addictions, me semble, dans la société actuelle, prédominante justement dans ce rapport qu'on a à l'échec. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est beaucoup dans des comportements de dépendance qui sont une forme peut-être de fuite. On fuit peut-être notre rapport à une expérience. On est peut-être tellement en manque de confiance qu'on a besoin de ces substances refuges. Alors peut-être que vous avez un avis différent sur la question, mais ça serait intéressant d'évoquer quelle place, quelle fonction ont dans notre société toutes les substances, tous les objets addictifs. Vous êtes tous avec vos mobiles là, et il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher, ils sont dessus, et oui. Et quelle fonction ça a dans notre vie. Les ressources, forcément, l'entourage, la famille, les amis. Mais quand c'est vraiment compliqué, le médecin, ça peut être intéressant de lui parler aussi de moi en ce moment ça va pas, j'ai planté ma boîte et puis depuis j'ai plus goût à faire des choses, j'ai plus d'élan de vie. Comment je peux faire ? Comment je peux sortir la tête de l'eau et qui peut m'aider ? Donc une prise en charge psychologique peut être une ressource ponctuelle. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue, un psychiatre qu'on est fou. On a peut-être simplement besoin ponctuellement d'aller interroger justement ce rapport à l'échec par rapport à une situation qui a été compliquée. Qu'est-ce qui se joue pour moi ? Je conclue rapidement.
Donc entreprendre, c'est s'exposer, c'est prendre le risque d'échouer, même si tout à l'heure Alban a dit quelque chose d'assez juste. Finalement, il n'y a aucun risque. Preuve en est, on se plante, on est toujours là. Et puis on a une expérience en plus. Et puis la question, c'est quel impact aura cet échec sur votre vie si on se projette à 5, 10, 20 ans. C'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Quelle place il aura dans notre existence? Certains échecs sont plus réussis que des succès sans saveur. Juste pour rappeler que la tarte tatin, le post-it, c'est parti d'un raté. Et finalement, ça a eu le succès que l'on connaît. Donc, si on ne fait pas d'expérience, c'est difficile de trouver. Voilà. Et vous, comment vous appréhendez l'échec? Qu'avez-vous appris à travers ce type d'expérience? C'est ça qui nous intéresse. C'est vous qui allez donner des outils, vous donner des outils entre vous. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, ça défile, donc n'hésitez pas à aller liker justement pour que la question soit sûre d'être posée. Alors... Juste un truc avant les questions, il y a une super asso qui s'appelle 60 000 rebonds qui aide les entrepreneurs en échec, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un échec avec 25 000 euros de compte courant perdu, très peu de salaire en 6 ans et 10 000 euros de prêt bancaire où on n'était pas d'accord avec une banque, donc c'est très peu au final. Il y a d'autres échecs qui sont bien plus lourds financièrement, maison hypothéquée, 600 000 euros de dette perso, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Et la psychologue peut aider. Le tribunal aussi peut être très sympa si vous allez le voir avant la fin. Ils sont très à l'écoute des entrepreneurs, ils ont plein d'outils. Il y a les mandats ad hoc, il y a le redressement, il y a la sauvegarde, il y a plein de choses, mais il faut aller le voir avant la fin. Donc il faut accepter qu'on est en situation d'échec pour essayer de trouver des solutions pour éviter l'échec. Mais d'espérer jusqu'au dernier jour où on est en redressement, le jour où vous êtes en cessation de paiement, c'est fini. Il n'y a plus rien de possible et vous serez en liquidation dans les jours qui suivent. Il existe des choses, renseignez-vous, c'est pour ça qu'on est là, je pense, pour en parler, pour témoigner comme quoi ça arrive, c'est presque normal, c'est vraiment pas drôle, et moi je ne considère pas ça comme une chance. Vous travaillerez sur vous pour en retirer tout le positif qui est possible, mais c'est quand même pas marrant à vivre, donc faites-vous aider. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit un peu tous les trois très brièvement avant les questions. Mon juge était vachement plus sympa que le tien, j'ai l'impression, et mon liquidateur aussi, parce que vraiment ils ont été cool. Mais comme toi, dans le sens inverse, j'ai largué mon mec au moment où j'ai liquidé ma boîte parce que je me suis dit je tomberai pas plus bas. Donc voilà, maintenant je repars de zéro et je reste à zéro. Deux choses importantes, j'ai une coach et un psy. J'avais une coach et un psy sur ma première boîte. J'ai toujours le même psy et la même coach. C'est hyper important de se faire aider, surtout alors quand ça va bien, quand ça va mal, et surtout quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, on a souvent tendance à se dire non, finalement j'en avais pas besoin, machin. Mais moi, ma coach, elle vient tous les mois passer 2 heures avec moi, et tous les mois j'ai des trucs à lui raconter et des choses sur lesquelles elle m'aide quotidiennement. Et mon psy, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a un mal très commun dont on parle assez peu, c'est le mal du CEO. En fait, nous, on est tout seul. On peut pas se plaindre aux salariés, on peut pas se plaindre aux investisseurs. On peut jamais se plaindre à personne. Dire que les investisseurs entre eux, ils râlent sur notre gueule, les salariés entre eux, ils râlent sur notre gueule, et nous, on est tout seul. Donc, on peut jamais râler sur personne. Alors, vous pouvez râler auprès de votre conjoint, mais moi, après, ça se passe mal. Donc, généralement, c'est là où c'est bien d'avoir un petit crew de CEO ou de fondateurs ensemble. Et je vois, nous, on a un groupe, il se trouve que c'est un groupe de poker. Donc, on a un poker de CEO et fondateurs qu'on organise, mais c'est plus une excuse pour se retrouver ensemble et parler et vider un peu notre sac. Ça, c'est important. Et la deuxième chose que je disais par rapport à toi, c'est que il faut jamais, et on l'a fait, toi et moi, prendre un prêt cautionné sur soi-même. Ne faites jamais ça. C'est-à-dire que quand je vous le dis, il faut pas que vous l'entendiez. Il faut que ça devienne une partie intégrante de votre personne. Ne signez jamais un prêt bancaire qui est capé sur votre tête. C'est une connerie. À l'heure où je vous parle, je dois rembourser je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros à la BNP qui tous les mois me prélève de l'argent. Et alors que maintenant j'ai une société qui fait énormément d'argent et qui a une croissance de folie, la BNP refuse de m'ouvrir un 3e compte en backup pour ma nouvelle boîte parce que je suis blacklistée chez eux. Donc ne faites jamais une caution personnelle sur un prêt pour votre boîte. Ne faites jamais de caution pour votre boîte.
Les banquiers ont 2% de leur ligne de crédit, ils ont le droit de faire des paris. De toute façon, quand vous êtes une start-up, ils ne doivent pas vous financer, vous êtes beaucoup trop risqué, ça rentre pas dans les trucs. Mais il y a quelques-uns d'entre eux, et il faut faire le tour de tous les banquiers qui sont prêts à prendre le risque avec vous et qui vous feront votre prêt sans caution. C'est juste du temps. C'est du temps, Parce c'est que faut trouver les tous aller bonnes les personnes. voir. C'est pas toujours le mec sympa, c'est que lui, s'il a consommé ses 2% de crédit à risque, il pourra rien faire. Il sera obligé de vous demander une caution. Mais il y aura toujours un couillon sur la place, un banquier, pardon, qui pourra vous filer votre prêt sans caution. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup plus de couillons qui vont vous dire non, mais on va le caper sur vous à 40%, ah ben non à 60%, ah ben non c'est 100%. Et ça, vraiment c'est compliqué. Non mais il y a une grande différence, c'est-à-dire que le financement, encore une fois, le financement c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'ai un investisseur il y a 6 mois qui a débarqué en me disant « c'est génial, June, je vais mettre plein d'argent. Bon, par contre, t'arrêtes le Made in France, tu vas faire en Chine. » Je lui ai dit non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de saveur, ça n'est pas vrai. L'argent, c'est toujours un lien. Quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas un banquier qui va vous donner de l'argent en mode gratuit, en mode ah tiens c'est cool, je vais non, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça dans un téléfilm sur TF1 lundi après-midi. Mais dans la vraie vie, ça n'est pas possible. Donc quel que soit l'argent que vous prenez, dites-vous toujours c'est un lien. Quand vous signez les clauses, les contrats, les pactes d'actionnaires, quand vous avez un investisseur qui vient, ça dure des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de négociations, de discussions pour un point virgule. Quand le mec il vous fait signer un truc pour faute grave ou assimilée grave, ça veut dire que lui il estime que tu renverses la bouteille d'eau, j'assimile ça à une faute grave, hop je te vire, hop t'as perdu ta boîte, comme ça. Et c'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il faut faire excessivement attention à ce que vous signez. C'est pour ça que, je répète, le financement doit venir de vous, de la boîte, de votre structure, de votre produit, de votre projet. Parce que si vous allez chercher la thune ailleurs, en face, c'est pas la mafia, mais pas loin. C'est des gens qui viendront toujours frapper à la porte et qui vous rateront pas. La BNP, tous les 3 mois, ils me rappellent en disant « Oui, alors au fait, vous pouvez pas rembourser plus ?» Je fais « Non, j'ai pas remboursé plus, meuf. J'ai pas remboursé plus. J'ai pas de donner mon rein, mon chien, pour pouvoir que tu puisses continuer à... » Enfin, je veux dire, c'est la BNP, quoi. Ils ont pas besoin de sous. Ils ont pas besoin de l'argent, de la dette de Memusile. Mais faites gaffe à ça. Voilà, je suis désolée. J'espère que vous avez tous retenu la leçon. Hein. Franchement, si dans 5 ans, il y en a un qui vient en disant « Ah, Carole, j'ai fait une connerie, j'ai capé un prêt sur moi, mais je rirais, quoi. J'aurais aucune compassion, je rirais. » Et Sylvain, il rirait avec moi. J'espère. On va rester sur la partie financement. Donc une question particulièrement adressée à toi, Carole, c'est comment est-ce possible de se lancer et de ne pas mettre ses économies en jeu si on ne va pas lever des fonds et voir la BPI ? Ah mais il faut mettre ses économies en jeu. Il faut pas faire un prêt, le caper sur soi. Vous mettez l'argent que vous avez, c'est normal. Moi j'ai mis tout l'argent que j'avais dans ma première boîte, qui fait qu'après, maintenant j'ai plus une thune, mais moi j'en ai lancé une deuxième. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La dette, c'est compliqué parce que la dette, et c'est ce qu'expliquait Sylvain, ça fait que y a un moment où vous devez rembourser de l'argent, donc vous êtes obligé d'aller prendre un job alimentaire. Mais vous êtes obligé de vous lancer avec vos fonds propres. C'est pas possible. C'est malheureux. Et je pense d'ailleurs, je vais peut-être briser un mur de glace, mais je pense que malheureusement, c'est pour ça qu'on a aussi peu d'entrepreneurs et d'innovateurs qui viennent des classes pas favorisées, pour une raison toute conne, c'est qu'on part tous avec 5, 10, 20 000 euros. On part tous avec 5, 10, 20 000 euros parce que on a des parents qui nous filent un peu de sous, parce qu'on a mis un peu de sous de côté parce qu'on avait un job où on gagnait un peu d'argent. Et voilà, la réalité, elle est là. Donc, certes, on peut agrémenter cet argent-là qu'on a de soi ou qu'on récupère auprès de ses parents, le fameux love money. Bon, faut quand même avoir des amis qui vous aiment beaucoup pour récupérer 20 ou 30 000 balles. Mais au-delà de ça, forcément, il faut partir avec son propre argent. Mais il ne faut pas partir avec de la dette. Parce que la dette, psychologiquement, c'est pas la même chose. Perdre de l'argent qu'on a, c'est déjà chiant. Perdre de l'argent qu'on n'a pas encore fait, c'est encore pire. Psychologiquement, c'est pas du tout le même truc. Et déjà, il n'y a pas que les startups. Moi, Sido, boîte 3 000 euros de capital, jamais un emprunt bancaire parce que j'étais 0,40, donc de toute façon, je ne pouvais pas faire d'emprunt bancaire. Et j'ai couru après mes clients pour qu'ils me payent vite. J'ai vite fait des missions. J'ai fait comme toi, j'ai créé la boîte 1 mois ou 2 mois après avoir fait les premières missions. On peut facturer avant de créer sa boîte. Vous ne pouvez pas toucher l'argent. Donc vous mettez sur un compte que vous ne touchez pas. Le jour où vous créez votre boîte, vous dites que vous êtes déjà facturé et que j'ai de l'argent qui rentre. C'est toléré jusqu'à peu près 6 mois.
entre la première facture et le moment où vous créez la boîte. Le truc, c'est de la créer un jour. Donc vous faites ça, vous avez de l'argent sur le compte, vous avez déjà un peu de trésorerie, vous faites au minimum. Le tout, c'est de connaître ses contraintes perso et de ne pas arriver de créer un Facebook quand vous avez 0 sur votre compte, que vous n'êtes pas connu et que vous n'êtes pas technicien. Enfin, vous n'êtes pas développeur web. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte de ce qu'on peut faire, pas faire. Et l'argent n'est pas si facile que ça à trouver. Il y en a pas mal en France. Il y a plus de fonds chez les investisseurs que de bons projets en France, actuellement. Pour autant, il y a très peu d'élus. Vous entendez des quelques belles boîtes. Il y a encore Aircall, là, ce matin, qui a levé 25 millions. Et je ne sais plus quelle autre qui a levé 60. Une autre... Laquelle ? Ouais, Open Classroom, super belle boîte. Ils ont levé 60 ? Ouais, Sérieusement ? magnifique boîte. Mais voilà, c'est ça qui fait rêver. Mais sauf qu'il y en a des boîtes comme ça qui ont moins de 5 ans, qui lèvent 60 millions, il y en a une par an. 2. Un peu d'humilité perso aussi. Hein. On n'est pas les meilleurs du monde, on n'est pas les rois du monde, on n'a pas toujours l'idée géniale, on a une idée cool qui va trouver quelques clients, qui peut gagner sa vie. Et lever des fonds n'est pas un succès non plus. Donc ça sert parfois à rien, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est ce que tu disais tout à l'heure, toi. Ouais. Non, tous les ans, il y a des histoires assez noires en France ou ailleurs. On va pas les mentionner parce que certains, c'est des potes. Mais tous les ans, il y a des histoires noires de gens qui lèvent 5 millions, 10 millions, 20 millions d'euros et puis qui liquident ou qui partent en dressement. C'est comme ça. L'argent, ça brûle vraiment, quoi. C'est-à-dire que et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être une des choses qui est problématique sur Take It Easy, c'est que finalement, il y a une vraie question sur la différence entre la PME et la start-up. Vous posez la question à un investisseur, il va vous dire une start-up, c'est une PME qui est pas rentable. Oui et non, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, si je veux que ma boîte soit rentable, ma boîte peut être rentable. Le problème, c'est que je peux pas avoir 50 ou 60% de croissance tous les mois et suivre cette croissance en étant rentable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est mathématique. Je peux pas cramer du cash pour suivre et pour faire de l'acquisition et en même temps être rentable. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où la courbe, elle devient compliquée. Mais au-delà de ça, la boîte peut être rentable. Une start-up normale qui a un vrai potentiel et une vraie prise de position, c'est une boîte qui peut être rentable. Uber n'est toujours pas rentable. Facebook est rentable depuis 4 ans, 5 ans. Enfin, c'est super récent. Donc c'est compliqué. Le problème de la rentabilité en start-up, il est compliqué. C'est-à-dire que faut pas que ce soit un espèce de mythe très lointain. Il faut se dire, si je veux que ma boîte soit rentable, elle peut l'être. Mais le but, c'est d'avoir une grosse boîte, une énorme machine de guerre. Donc pour avoir cette énorme machine de guerre, on va pousser la croissance, donc on sera pas rentable. Mais il faut se dire un truc, c'est que normalement, votre boîte, elle doit pouvoir être rentable. Si demain vous vendez un truc en allant dans la rue, vous dites, j'en ai acheté 10, j'en ai vendu 5, le prix c'était, la marge c'est 50%, je suis rentable. C'est pas scalable, mais c'est rentable. Je te rends le truc. Ouais, juste pour compléter, un peu de finance. En fait, il faut aussi penser à la trésor. Enfin, je sais pas, je pense que c'est pas vous qui direz le contraire. La trésor, c'est l'enfer. En fait, on peut avoir une idée de génie, mais avec une trésor de merde, et on peut avoir une idée pourrie avec une trésor hyper favorable. Et moi, je prendrais la deuxième, honnêtement. Parce que, au final, c'est hyper important. La trésorerie, ça peut faire que vous lancez avec 1 euro, mais que vous encaissez vos 10 000 euros avant de devoir payer les clients 5 000, et donc vous n'êtes jamais en difficulté. Je vous prends 2-3 exemples. Je pense que beaucoup le savent déjà ici, mais plus pour peut-être les étudiants. Une entreprise comme Bonduel, que je suis un peu, ils font des prêts bancaires, parce qu'ils font une culture de légumes pendant l'été, et ils ont un stock de maboules, et ça leur coûte une blinde ce stock, et donc ils font un prêt bancaire pour payer leur stock. Puis après, ils remboursent leur prêt bancaire. Une autre boîte, ça va être Carrefour. Eux, c'est tout le contraire. La grande distrie, le modèle de trésorerie, c'est vous ouvrez un magasin, une semaine après, vous avez 1 million sur le compte, et 2 mois après, vous payez 500 000 euros vos clients. Et donc là, vous avez l'argent au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour ouvrir un deuxième magasin sans avoir dépensé un centime. Un troisième exemple, c'est peut-être des entreprises plus comme les nôtres qui sont entre les deux, on essaie de mixer. Mais pensez-y, quand vous créez votre business model, quand vous créez votre boîte, pensez au business model, certes, mais pensez aussi qu'il y a des boîtes qui sont génératrices de trésor et des boîtes qui sont consommatrices de trésor. Et ça fait toute la différence à la fin du mois quand il faut payer vos salariés et quand il faut payer tous vos fournisseurs et tout. Moi, c'est une vraie leçon au fond d'un Baulois, c'est de dire d'abord on se bat pour du chiffre d'affaires, après on comprend que ça sert à rien et qu'il faut se battre pour de la rentabilité, et après on comprend que ça sert à rien et qu'il faut se battre pour de la trésor.
Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur le compte, tout simplement. C'est vraiment une question, alors on appelle ça la CM1, la CM2, la CM3, c'est pas des classes de maternelle ou d'école primaire, c'est la grosse margin du produit, du COGS que vous avez. Ensuite, la CM2, c'est ce que ça vous coûte de l'amener jusqu'au client, et la CM3, c'est ce que ça vous coûte de convertir votre client pour l'acheter. Et c'est ça, entre guillemets, les chiffres qui sont intéressants. C'est-à-dire que si vous avez une première grosse margin qui est super faiblarde, c'est-à-dire que, ce que tu disais par rapport à Claire's, qui te demande, mais 7 fois, mais les mecs, ils ont fumé, qui demandent d'un seul coup d'avoir des grosses margines extrêmement élevées pour justement pouvoir assumer le fait de dire ouais salut, donc je suis prêt à te filer 7 fois mon prix d'achat pour ton prix de vente. C'est ça des chiffres qui sont importants. Et moi je déteste la finance. Mon module finance à mon MBA, c'était pas mes meilleures heures, mais malheureusement c'est hyper important et vous pouvez pas vous désintéresser de ces sujets. C'est des trucs qui sont relous, mais il ne faut pas se désintéresser de la finance et du légal, parce que c'est deux choses excessivement importantes et sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire fumer et vous faire fumer financièrement, vous faire fumer votre boîte. Et voilà. Et ça, c'est des choses quand même hyper importantes. Ne jamais, jamais, jamais se désintéresser de l'argent. Jamais. Désolé, je me permets encore sur cette question d'aller un peu plus loin. Tu parlais du légal et quand on crée une boîte ou quand on rejoint une start-up, on va très vite, très fort et du coup, parfois, on fait les choses un peu à la légère. Tout le juridique, donc les salaires, les embauches, etc., soyez hyper prudents. Nous, chez Take It Easy, on recrutait vite des coursiers, donc on avait des contrats, c'était pas des salariés. Mais quand on a 250 contrats, il y en a toujours un ou deux qui sont pourris, où le gars a mal signé, il a pas mis ses initiales, je sais pas quoi. On a eu un contrôle de l'inspection du travail pour ça, et ça pose problème. Et je pense qu'il y a eu des suites. Et c'est tout con, c'est juste parce qu'on est débordé, on a du boulot, mais jusque-là, on scale comme des malades, sauf que il faut être super réglo, mais sur le juridique et sur le financier, mais prenez-le au sérieux, parce que une fois que ça marche, après vous serez contrôlé, il y aura tout ça. Donc autant être nickel. Ça prend 5 minutes de plus parfois, mais il y a une boîte à peu près carrée, malgré tous les petits trucs qu'on est obligé de faire pour réussir à faire tourner les boîtes quand même, quoi. Et si on reste avec toi, Alban, et ton expérience avec Take It Easy, c'est est-ce que vous avez vu la mort de Take It Easy arriver de l'intérieur ? Non, absolument pas. C'est ça qui est dingue. On s'est senti vraiment con. En fait, on s'est senti comme un petit poisson qui grossit vite et qui est dans la gueule d'une énorme baleine qu'on n'a pas vue, en fait. En gros, tout ça, c'est une histoire de conflit d'intérêts d'investisseurs et de gros sous, parce qu'aucune boîte n'est rentable. Uber Eats n'est pas rentable, Deliveroo peut-être je leur souhaite, je pense pas qu'ils soient rentables. Non, ils ne le sont pas, non. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est plus une affaire de quand on est, il y a une entreprise qui a 16 millions sur son compte, une autre qui a 400 millions, Uber qui dit coucou, j'arrive, les investisseurs ont eu peur, ils ont fermé le robinet. C'est tout con. Mais ça, nous, on n'était pas dans en tant que CEO, on aurait été au courant, mais on n'était pas au courant. Ouais, mais ça, c'est le truc qui est très difficile à gérer, parce que pour l'avoir fait avec ma boîte précédente, quand tu liquides, c'est très compliqué, parce qu'il y a un moment où tu te dis, il ne faut pas inquiéter tout le monde tant que tu ne sais pas que c'est foutu. Et en même temps, si tu arrives du jour au lendemain, comme ils ont fait avec toi, en disant « Salut, au fait, on liquide, ciao les mecs », il y a un vrai décalage, quoi. Donc, typiquement, pour avoir été dans la position de tes CEO, on y croit et on le cache pas en mode je le cache parce que j'ai honte, clairement. Il y a une chose que vous devez perdre quand vous montez une boîte, c'est la fierté. Vous n'aurez aucune fierté. Moi, je veux dire, je me prostitue tous les jours pour ma boîte et j'en suis très fière. Mais je veux dire, je m'en fous. C'est-à-dire qu'on me dit ça, t'as mal fait. Je fais ah ouais, merde, j'ai mal fait. Tu fais bien de me le faire remarquer. Je vais pas dire ah bah non, je l'ai pas mal fait, c'est pas moi. Non, vous avez plus de fierté. Quand vous avez une boîte, la boîte passe avant tout, quasiment tout, et donc vous avez plus de fierté. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est difficile de choisir le bon moment où on commence à inquiéter ses équipes et à les inquiéter de manière rationnelle. C'est-à-dire que typiquement, je pense que tous les execs de Take It Easy savaient très bien qu'il y avait un rouleau, ça passait pas et on n'arrivait pas à sortir et à prendre de l'air, mais ils espéraient que ça allait sortir. Et il y a un moment où finalement, dans un petit bureau, quand on est 5-6, peut-être c'était la même chose pour toi, j'en sais rien, mais tu vois l'angoisse monter, tout le monde sent que c'est une période qui est un peu foireuse, tout le monde espère que le moment où tu rentres dans le bureau pour dire « c'est fini, je vais liquider cet après-midi », il n'arrive pas, mais sur des grosses boîtes où il y a beaucoup de monde, je pense que c'est malheureusement normal de ne pas sentir le truc arriver, quoi. Et puis surtout, en fait, ils n'auraient pas pu le faire, parce que s'ils avaient montré la moindre once de faiblesse dans le business model ou autre,
Mais imaginez déjà que les fonds n'ont pas suivi, donc imaginez si en plus il y a un aveu de faiblesse derrière ou autre, ça fait boule de neige. Tout le monde et tout se sait. C'est-à-dire que quand on dit n'importe quoi à n'importe qui, immédiatement on peut imaginer que le monde entier est au courant. Donc en fait, ils n'auraient pas trop pu le faire non plus. Donc voilà, pour leur défense. Et justement, pour faire face à ça, donc une question plutôt pour Rodolphe, comment se préparer psychologiquement à l'échec ? Ça, c'est une question qui est propre à chacun. Parce qu'on peut le voir là, sur tous les trois, vous avez 3 profils de personnalité vraiment différents. Je pense qu'il y en a qui sont plus offensifs que d'autres. Et ça, voilà, ça va être aussi, quelque part, de s'accorder, comme le fait Carole, des temps avec une personne extérieure. Alors, c'est une psycho, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est neutre, hein, qui n'a pas d'intérêt dans l'histoire, puisque votre entourage, il y a de l'affect. Les banques, on va certainement pas leur demander ce qu'elles en pensent, parce que si elles tirent la langue, c'est que c'est juteux pour elles. Mais l'idée, c'est d'aller interroger finalement ce qu'on engage, puisqu'on peut entendre quand même que c'est très coûteux. C'est très coûteux comme mécanisme, aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau personnel. Il y a des enjeux très très forts, et il y a plein de questions, moi, qui m'animent, par rapport à vous, ce qui vous motive et ce qui vous pousse justement à assumer tout ça. Mais pour en revenir à cette question-là, ça va dépendre du profil de la personne, d'où émane sa motivation. Est-ce qu'il y a quelque chose plutôt familial ? Qu'est-ce qu'elle a approuvé finalement ? Est-ce que ça a à voir avec elle ? Est-ce que ça a à voir avec l'extérieur ? Et ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, Carole, c'est justement quand on va bien, quand on est en réussite, quand ça gagne, quand tout va bien, c'est là où il faut se poser des questions, puisque on n'est pas à l'abri. On sait très bien que c'est une période qui va pas durer. Il y a forcément des creux, mais ça c'est la vie. La vie n'est pas c'est pas un encéphalogramme plat. Et donc dans ces moments-là, on peut réfléchir plus lucidement à voilà, qu'est-ce que j'y trouve, quel plaisir j'y prends, et si demain ça fonctionnait moins, qu'est-ce qui me manquerait là-dedans ? Quel sacrifice, quelle concession je suis prêt à faire pour que ça fonctionne ? Et après, il y a des outils. Il y en a qui parlent de méditation, des choses qui vont nous permettre de se recentrer sur soi aussi, hein, de switcher un peu avec l'extérieur, l'environnement, et quand ça fonctionne, toute l'émulation qu'il y a autour d'un projet, ça peut aussi nous rendre un peu aveugles, au même titre qu'un sportif pour qui tout roule, mais personne ne lui demande si ça va, parce que forcément ça va, mais il peut aussi avoir d'autres soucis. Et puis pour compléter, ce qui est important pour prévenir de ces situations-là, c'est l'équilibre global. C'est-à-dire que si on a un rapport exclusif à son projet, si ça se casse la gueule, c'est le système de piliers. Alors que si on a un chéri ou une chérie, une famille soutenante, des passions, d'autres sphères dans lesquelles on s'épanouit, eh bien finalement, on joue pas tout sur une carte. Et là, déjà, s'il y a chute, on aura encore, on prendra encore pied. Voilà. Réponse peut-être plus tranchée, il faut pas s'y préparer, surtout pas. Si vous y préparez, ne créez pas de boîte. De toute façon, vous avez toutes les chances de la planter, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous préparez la planter, autant pas la monter. Par contre, il faut juste l'accepter le jour où vous êtes en situation d'échec. Et il y a plusieurs types d'échecs. Nous, on a l'échec liquidation, qui est pas drôle. Mais il y a aussi l'échec, vous avez créé votre boîte, ça fait 6 ans, vous survivez avec à peine un SMIC, vous voyez plus vos familles, vous voyez plus vos potes. Parce que vous travaillez 72 heures par semaine, week-end inclus, et vous prenez plus de vacances, et vous avez plus la bière du soir avec les copains à 18h pour juste débrancher, prendre du recul, c'est aussi un putain d'échec. Et parfois, il est bien pire parce que vous êtes encore plus liés dedans, quoi. Faut juste savoir l'accepter et voir les chiffres au moment où ils arrivent et pas faire la politique de l'autruche dont je parlais tout à l'heure. Les chiffres, faut les regarder, faut les comprendre pour agir en cas de situation d'échec. Et, ok, je suis en situation d'échec, je vais voir un juge, je vais en parler, je m'entoure de quelqu'un qui va peut-être m'aider à prendre du recul par rapport à ça, mais ne vous y préparez surtout pas, sinon vous ne créez pas de boîte. Je vais juste apporter une toute petite remarque par rapport à ce que tu disais, Rodolphe. Je pense que malheureusement, les entrepreneurs qui survivent sont ceux qui, justement, sont des espèces de stakhanovistes cinglés qui croient dur comme fer. Pour une raison bête, c'est que on peut pas se préparer à l'échec. Et une fois que l'échec arrive pleine balle, on est de très bons exemples. C'est-à-dire qu'on s'est pris des énormes échecs, on liquide, on se fait larguer, on largue des gens, on n'a plus de sous. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Plutôt que d'aller chercher un job un peu salarié, un peu sécure,
ok, mais on remonte quand même des boîtes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme les gens qui font de la varap, quoi. Vous n'allez pas leur dire, fais de la varap, mais fais attention. Ben non, les mecs, ils aiment faire de la varap. Enfin, je pense que c'est aussi une question d'ADN. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la notion de fierté, c'est-à-dire que être entrepreneur, que ça marche bien, que ça marche mal, c'est prendre des coups tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même quand ça va bien, et c'est encore pire, je veux dire, quand ça va bien, parce que quand ça va mal, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu, on s'en tape. Mais quand ça va bien, vous vous dites, mais attends, mais pourquoi est-ce que j'ai ça qui arrive maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai ça qui arrive maintenant? Putain, mais c'est injuste. Il faut savoir prendre des coups. Avec les années, moi, je m'en rends compte, je deviens beaucoup plus radicale et beaucoup plus distancée par rapport aux choses. Il y a un truc qui arrive, je fais, ouais, c'est con. Bon bah ok, donc bon, move on, quoi. Et c'est bête à dire, mais je pense que c'est une question d'ADN. J'ai plus le temps, comme tu dis, de faire autre chose. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de prendre ce temps, c'est parce que mon ADN me dit, c'est ta boîte. Et ma boîte, c'est une perfusion dans chacun de mes bras qui va dans ma boîte. Et je pourrais pas avoir une boîte si c'était pas une perfusion dans chacun de mes bras. Le jour où j'aurais plus envie de ça, je dirais, ok, je vends, tiens, voici les clés. Et encore une fois, c'est une question de profil, c'est aussi une question de timing. Je suis comme ça maintenant, j'ai pas toujours été comme ça. Il y a aussi énormément de valeur dans le fait d'être salarié, justement quand on a été entrepreneur, parce qu'on a énormément de choses à apporter dans une entreprise. Et voilà, je pense que vous pouvez pas vous forcer, quoi. Vous pouvez pas aller contre votre caractère. Si vous n'êtes pas prêt à tout, ce sera très compliqué, quoi qu'il arrive. Et ce sera compliqué même si vous êtes prêt à tout. Donc franchement... pour revenir sur ce que tu disais, ce que vous disiez, parce que vous avez quand même des profils assez similaires. Moi, ce que j'entends surtout dans vos expériences, c'est qu'il y a quelque chose de grisant pour vous à vous engager pleinement dans ces expériences-là. Et ce qui est important, puisqu'on peut être grisé par la vitesse, par des tas de choses où on sait qu'il y a un risque finalement, c'est de savoir qu'est-ce que ça vient vous apporter, qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous. À partir du moment où on est clair sur ce que ça vient remplir, bah, je pense qu'on peut avancer confortablement. Le danger, c'est plus de se dire, bah, c'est grisant, ça me plaît, mais finalement, je suis sur cette moto, mais j'ai pas de casque, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à encaisser, puisqu'on n'est pas égaux, justement, devant ce genre d'épreuve. Vous êtes prêt à prendre ce risque-là. Il y a une partie de vous qui est, je trouve... joueuse, et qui fait aussi que vous êtes prêt à accepter finalement le retour de manivelle si jamais ça fonctionnait pas, et que vous voyez aussi plutôt tout ce qu'il y a tout ce que ça vous apporte plutôt que ce qu'il y a à perdre. Je sais pas si... Non, c'est vrai, ouais. Je complète avec une remarque de bon père de famille salarié. Pour tous ceux qui créeront pas forcément de boîte, ou pas tout de suite, ou qui vont créer puis redevenir salariés, ou même d'ailleurs pour tous ceux qui créent des boîtes, une bonne question à se poser aussi, c'est comment vous avez structuré votre vie, comment on a tous structuré notre vie, qu'est-ce qu'on s'est mis comme boulet aux chevilles, genre acheter une maison 400 000 balles et avec 2 gamins, bah faut se la traîner en cas d'échec. Investir dans l'immobilier avec des trucs qui s'auto-remboursent, c'est pas la même chose. Prendre une formation de développeur en se disant si je foire tout, je ferai des sites, bah, ça paraît pas con. Avoir une compétence en plus, ça permet de se dire si mon boss me casse trop les pieds, si je perds tout encore une fois, et encore une fois, c'est pas vraiment un raisonnement d'entrepreneur, parce que c'est pas all-in, c'est de se dire j'ai un truc à côté. Mais n'empêche que ça peut concerner aussi certains d'entre vous, de se dire comment j'ai structuré ma vie pour faire en sorte que je sois jamais dans la merde en fait. De toute façon, c'est organisé, quoi. Il y a la notion de comment tu structures ta vie, mais surtout il y a la notion de pourquoi tu montes une boîte. Moi je suis désolée, mais à Paris, il y a des concours de pitch de start-up en voiture, voilà, et il y a des gens, on a l'impression qu'ils viennent en mode ouais, moi j'ai voulu monter une boîte parce que c'est cool de monter une boîte. Franchement, non, c'est pas cool de monter une boîte. Ça peut faire stylé dans les dîners en ville, mais c'est pas cool du tout. Donc franchement, n'y allez pas juste pour dire ouais, moi aussi j'ai monté une boîte. J'ai une copine, et c'est une copine qui il y a 3 ans m'a dit ouais, en fait, je savais pas quoi faire, mais bon, comme j'ai vu que t'avais monté une boîte et que t'avais réussi à le faire, bah je vais le faire aussi. Non, ça c'est pas une bonne raison. Monter une boîte, il y a énormément d'analogies qu'on fait avec les relations de couple, déjà parce que normalement on a tous eu au moins une relation de couple, ça fait un bon point de comparaison, mais c'est vrai, c'est-à-dire que monter une boîte, c'est se marier, s'enchaîner pieds et poings liés avec un projet, et vous pouvez pas juste, et c'est d'ailleurs une chose importante quand on signe des pactes d'actionnaires ou des statuts, quand on monte des boîtes, il y a plein de règles qui vont gérer votre comportement, exactement comme quand vous vous mariez avec quelqu'un. Et c'est la même chose, vous pouvez pas divorcer de votre boîte
boîte, c'est ce que tu disais. Une fois que tu es pieds et poings avec une boîte qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel et que tu as quand même 6 ans d'exercice et puis tu as quand même un salarié, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même pas liquider comme ça. C'est une charge mentale énorme. Donc ne montez pas une boîte pour les mauvaises raisons. Montez pas une boîte pour faire chier vos parents. Montez pas une boîte pour faire plaisir à vos amis. Montez pas une boîte pour avoir un truc à raconter. Voilà, on peut être un excellent salarié dans une boîte très cool, avoir une énorme valeur ajoutée. On peut avoir des BSPCE. C'est pratiquement aussi cool financièrement que de monter une boîte, sauf que on n'a pas la charge mentale. Vous rentrez chez vous le week-end, vous pouvez aller à la boule faire du surf. Et on fait du surf à la boule ou pas? Non. Merde. Désolée. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Vous n'êtes pas obligé de monter une boîte juste parce qu'en ce moment c'est trop cool et tout le monde monte des boîtes. Ça sert à rien de monter une boîte si juste c'est pas dans votre ADN premier. Vous pouvez aussi être une bête de salarié dans une start-up qui a une belle croissance avec des super BSPCE que vous allez exercer dans 5 ans. Vous allez vous faire plein de thunes et ce sera très cool. Donc ne vous dites pas, faut que je monte une boîte, c'est le rêve de ma vie. Moi aussi je vais être Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il y en a un. Pour un Mark Zuckerberg. Vous connaissez le nom du fondateur d'Instagram? Bon, pourquoi vous le connaissez pas? Parce que ce con a vendu à Mark Zuckerberg. Ben non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez. La seule personne que vous prenez en exemple, qu'on prend toujours en exemple, c'est ceux qui ont gardé jusqu'au bout. Mais pour ceux qui ont gardé jusqu'au bout, il y a tous ceux qui ont vendu avant. C'est humain aussi. On reste des humains, quoi. Sur cette transition, on n'a pas le temps de plus de questions, mais il y en a encore un paquet. Donc on va devoir quand même avancer et passer au concours de pitch. Donc ils restent tous disponibles, je pense, sur Twitter, même là au cocktail. Donc n'hésitez pas à venir poser directement leurs questions. Et juste avant de passer au concours de pitch, je vais me tourner vers Hélène. Alors, voilà. Hélène qui a fait une facilitation graphique durant les différents talks et le débat ensuite et qui va nous présenter son travail. Bonsoir. Oui, du coup, moi, je mets en dessin les idées et là, du coup, je vais vous raconter à ma manière ce qui a été dit ce soir. Alors, j'irai pas dans les détails de couple, etc., mais plus un peu sur les grands enseignements autour de l'échec qu'on a eu ce soir. Donc, le point de départ, c'était on peut faire toutes les formations du monde. En fait, il n'y a pas d'école, que ce soit pour monter ou pour planter sa boîte. La meilleure façon d'apprendre, c'est du coup de se planter. Enfin, en tout cas, une bonne façon. Qu'en fait les idées toutes seules elles volent rien et qu'il faut dans un premier temps, et je pense tout au long de l'aventure entrepreneuriale, avoir un focus sur le produit et sur la croissance. Et au niveau de l'argent, arrêter de voir les dossiers de financement comme des sources de revenus et plus s'orienter sur le produit qui doit être une source, qui doit être la source de revenus. Et donc le meilleur je ne sais plus comment on dit ça. La meilleure façon de trouver son marché, parfois, c'est juste de descendre dans la rue et de voir les gens et juste de voir leurs réactions, et pas une réaction c'est sympa comme truc, faites votre truc dans votre coin, mais juste qu'ils soient totalement dingues du produit et totalement amoureux du produit et qu'ils disent que c'est totalement génial. Donc après la démarche pour après se lancer, c'est toujours d'être focus sur le produit, mais sur un produit et sur un marché, de pas essayer trop précipitamment de se diversifier et de s'exporter. Donc l'échec, c'est formateur pour celui qui est à l'origine de la boîte, mais c'est aussi formateur pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les entrepreneurs, pour les intrapreneurs dans cette aventure-là, et aussi pour les salariés et jusqu'aux stagiaires qui peuvent après y trouver beaucoup de sources d'apprentissage. Le problème avec les succès, en fait, c'est chouette de réussir en soi, mais c'est que c'est difficile souvent à expliquer ou à reproduire. Mais par contre, l'échec, ça a beaucoup de potentiel d'apprentissage, de remise en question et au final de connaissance de soi, parce que ça force un peu, de gré ou de force, l'introspection. Pour ce qui est du paysage français, je ne sais pas à quel point on peut montrer que c'est spécifique par rapport à la France, mais l'échec, c'est souvent vu du point de vue d'une sanction, et ce qui fait souvent de nous un loser par rapport à tout ce qui est société de la performance. Et donc l'enjeu, c'est de sortir de cette caractérisation par rapport à l'échec et de pas dire qu'on est l'échec, mais que l'échec, c'est juste une expérience du coup qui est extérieure. Et donc pour ça, être bienveillant envers soi-même et se faire accompagner. Et donc au final, se dire que l'échec, ça a parfois plus de saveur, même si il faut savoir prendre les coups.